Mettez-vous en ligne, on se laisse. Connectez-vous, on va se laisser. J'espère que tout le monde va bien. L'incontournable. J'espère que vous allez très bien. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct massivement. Partagez-le massivement. Partagez-le massivement. Partagez-le massivement. Invitez vos amis à suivre le direct. Voilà. Invitez vos amis, invitez vos amis, invitez vos amis. Nathan NG, big up à vous. Sekou Sankara, Kone, big up à vous. Maître Sekou. J'espère que vous allez très bien. Erico Kwevi Tano, big up à Maître Eric. Que Dieu vous bénisse. Woyo Simplice Kakou, big up à vous. Romain Dobo, big up à Maître Romain. Que Dieu soit avec vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. N'oubliez pas de me donner mes étoiles quand même. L'incontournable. Alors, donnez-moi mes étoiles. Entraidons-nous vivants. Hein? On doit s'entraider quand même. Hein? On doit s'entraider vivants. C'est très important, mes frères et sœurs. On doit s'entraider vivants. C'est très important, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, on doit s'entraider. C'est important. Alors, Yves Desroses, Yoro, big up à vous. Franck Digama, Nyangwa, big up à Maître. Charlie, j'espère que c'est Charlie Packer. Big up à Maître Charlie. Alors, j'espère que vous allez très bien. Ah, voilà Monsieur Maurice Bayala qui m'a envoyé 100 étoiles. Que Dieu bénisse, Monsieur Maurice. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille. C'est très important. Et le reste, faites aussi un geste de bonne volonté comme Monsieur Maurice. Dieu va vous bénir. C'est comme si vous partez à l'église et que vous donnez des dîmes, les quêtes. C'est très important. Dieu va vous bénir. Donc, 2 fois Soumaoro. Big up à Maître Soumaoro. Sekou Sankara. Alors, on va aller droit au but. Bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable gars complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, Désolé, la Moukia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra, ma frère et soeur, pour aborder encore la situation sociopolitique ukrainienne. C'est très important. Voilà, parce que il faudrait qu'il y ait plusieurs sous-sortes d'informations. D'autres vont dire, mais d'où vient toi tes informations? Et puis bon, tu veux nous faire truc. Écoutez, j'aimerais même, pourquoi pas, créer un truc pour la géopolitique en Afrique, pour enseigner certains Africains la géopolitique. Parce que nous, on connaît un peu ce que c'est que la géopolitique et tout. Il faudrait que nos leaders soient aussi formés dans ce domaine parce que malheureusement, ils ne sont pas formés. Alors, avant d'aborder la situation sur l'Ukraine, j'aimerais dire aux Africains ce qui se passe. Vous savez, les États-Unis d'Amérique veulent faire voter une loi qui concerne le continent africain parce qu'il ne faudrait pas que cela échappe aux Africains. C'est une sorte de colonisation, cette loi que les États-Unis d'Amérique veulent mettre sur pied. Cette loi consiste à faire quoi? Consiste à lutter contre l'influence de la Russie et de la Chine sur le territoire africain. Cela revient à dire quoi? On va partir en Ukraine, mais je vais vous expliquer ce qui va se passer. Parce qu'ils veulent le mettre en pratique. Pourquoi ils veulent mettre ça sur pied? Ils veulent mettre ça sur pied tout simplement parce qu'ils voient que leur influence à travers le monde est en perdition. C'est-à-dire le Moyen-Orient
les États-Unis d'Amérique et les Européens n'arrivent plus à contrôler bien les pays du Moyen-Orient. En Asie, là-bas aussi, ils n'ont plus assez d'influence. Les pays qu'ils influencent sont bien déterminés. Il y a la Corée du Sud, il y a le Japon, il y a Taïwan. Taïwan, d'ailleurs, ce n'est pas un pays parce que de gré ou de force, la Chine prendra Taïwan, qui pleut, qui neige. Est-ce que vous comprenez? Et ils influencent aussi la Nouvelle-Zélande ainsi que l'Australie. Sinon, en dehors de ça, les autres pays là de l'Asie sont en bonne entente avec la Russie ainsi que la Chine. Donc, tous les pays membres de l'Asie, ils n'arrivent pas à bien les maîtriser. D'où cette histoire de se rabattre sur l'Afrique. Et ce que les Africains ont montré lors de cette vote à l'ONU, où ils ont demandé de sanctionner la Russie, c'était une manière de tester, pour dire les Occidentaux ont avec eux le monde entier et que la Russie est isolée. Malheureusement pour eux, la Russie n'est pas isolée comme ils le pensaient. Donc beaucoup de pays africains se sont abstenus. D'autres ont voté pour, comme la Côte d'Ivoire, mais la majeure partie des pays africains se sont abstenus. Ils ont dit non, non, nous, on ne peut pas condamner la Russie, on n'est pas pro-européen, on n'est pas pro-russe, on est là, on fait business avec n'importe qui. Ça, les Occidentaux n'ont pas cautionné ça. Pour eux, là, le fait de voir les pays africains s'abstenir, c'est comme si les pays africains soutenaient la Russie. Pour eux, soit tu es avec eux, mais si tu décides d'être neutre, c'est que tu n'es pas avec eux. Et donc, pour cela, il faudrait qu'ils te traquent. Et donc, la représentante de truc, je ne sais pas si c'est la présidente de truc de l'UE, Ursula von der Leyen, elle avait même proposé à ce que l'Union européenne sanctionne les pays africains qui se sont abstenus ce jour-là. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui n'a pas vu le jour, parce que si l'Union européenne faisait cela, c'était un mauvais geste politique et ils allaient payer ça cash. Alors, comme l'Union européenne, dans le passé, avait colonisé l'Afrique, parce que cette histoire partage de l'Afrique à Berlin, ils ont partagé l'Afrique sans les Africains à Berlin et chaque pays européen avait pris sa part. Ils ont partagé notre continent et nous avons subi l'esclavage, la traite négrière, la colonisation, tout ce que vous pouvez imaginer pendant 400 ans, 4 siècles. Les Européens nous ont maltraités pendant 4 siècles. Donc 4 siècles, ce n'est rien, ce n'est pas petit. Et donc, grâce aux esclaves, ils sont devenus riches. Parce qu'ils ont vendu les Noirs en Amérique et l'argent qu'ils gagnaient, ils ont construit l'Europe. Ils ont pris d'autres esclaves pour les faire travailler. Le travail forcé, c'est-à-dire les Noirs travaillaient pour eux sans leur donner un franc. Et ils ont creusé tout ce qu'on peut voir comme métro, les chemins de fer, ceci, cela. Ils avaient obligé les Noirs à travailler sur ces trucs, ces différentes voies de chemin de fer dans beaucoup de travaux sans leur donner de l'argent. Et donc la main d'œuvre gratuite qu'ils avaient eue au niveau de l'Afrique. Et cela leur a permis à développer leur continent. Aujourd'hui, les Noirs ont commencé à voir un peu clair. D'autres commencent à s'émanciper. S'émanciper, ça veut dire tu commences à évoluer. Tu ne veux plus dépendre de celui qui te donnait les ordres, mais tu veux te défaire de lui, tu veux te détacher de lui. Pour eux, c'est inadmissible. Et donc, si l'Europe vient encore, les Africains, puisqu'ils voient que dans ces temps-ci, les Africains commencent à élever la voix contre l'Europe, pas les citoyens européens, mais les dirigeants européens, c'est-à-dire ceux qui prennent les décisions, les Africains commencent à élever leur voix. Et comme l'Amérique est épargnée, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent maintenant à leurs grands frères, les États-Unis d'Amérique, pour dire, mais écoutez, nous, sur le plan politique en Afrique, on n'arrive pas à défier la Chine et la Russie. Donc, on aimerait que l'Amérique nous aide, puisqu'ils sont dans un seul club, le club otanien, le club de l'OTAN, le club de l'UE. Ils sont, même si l'Amérique n'est pas membre de l'UE, mais l'Amérique contrôle l'Union européenne, puisque ce sont les Américains qui ont mis cette histoire d'Union européenne sur pied. Donc, ils contrôlent, de loin, ils contrôlent l'Union européenne, et de près, ils contrôlent l'Union européenne sur le plan militaire appelé l'OTAN.
Et donc, l'UE demande aux États-Unis de tout faire pour chasser l'Afrique, pour chasser l'Amérique, comment on appelle ça, pour chasser la Chine et la Russie sur le continent africain. Chasser la Chine et la Russie sur le continent africain. Mais comment il faut faire? Parce que ce n'est pas avec la politique qu'ils pourront y parvenir. Si c'est en matière d'argent, la Chine aussi a l'argent. Qu'est-ce que les Américains vont proposer aux Africains? Et puis la Chine ne peut pas leur proposer. Que ce soit dans le domaine sécuritaire, la Russie aussi peut proposer sa sécurité. Que ce soit dans le domaine du financement, la Chine peut proposer aussi le financement. Que ce soit dans le domaine de la technologie, mais les Russes et les Chinois peuvent proposer aussi leur technologie. Et donc, ils voient que dans ces différents domaines, ils ne peuvent pas proposer mieux que la Chine ainsi que la Russie. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent imposer un dictat à tout le continent africain. D'où cette loi qu'ils sont en train de préparer aux États-Unis. C'est une loi qui consiste à interdire chaque pays africain de coopérer avec la Russie et la Chine. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils vont faire voter une loi extraterritoriale, c'est-à-dire une loi non seulement qu'ils votent chez eux, mais ils vont exporter ça en Afrique. Et cette loi consiste à surveiller tous les pays africains et leur faire comprendre que ces pays africains qui vont oser traiter avec la Russie et la Chine seront sanctionnés. Est-ce que vous comprenez? Seront sanctionnés et leurs dirigeants seront poursuivis pour certains faits qu'eux-mêmes ils vont monter. Et dans cette histoire, beaucoup de dirigeants africains vont avoir peur. Ils vont dire, bon, pour éviter d'être sanctionnés. Parce que n'oublions pas que nos dirigeants, leur argent se trouve dans les banques occidentales, dans les banques offshore, dans les paradis fiscaux. Les Américains connaissent tout ça, ils contrôlent tout ça, ils savent où se trouve leur argent. Donc, ils vont jouer sur ça pour leur faire des chantages, pour dire, écoute, si tu veux continuer à tel pays, ton argent que tu as mis ici, là, tes millions, on va bloquer. Tes biens immobiliers que tu as achetés dans tel pays, on va bloquer. Et toi-même, on va faire un coup d'état contre toi pour te chasser. On va financer un opposant à ton régime pour te faire renverser. Et si tu es renversé, on va t'amener à la CPI. Et donc, à travers ces chantages, nos dirigeants africains vont rompre avec les différents partenariats qui les liaient avec la Chine et la Russie. C'est une manière de pousser le continent africain à ne pas se développer. Le continent africain va être la chasse gardée des Européens parce qu'ils ne veulent pas des pays émergents qui vont les concurrencer demain. Ils veulent des pays sous-développés où ils vont partir, ils vont dire, bon, on met un plan d'aide européen, un plan d'aide européenne sur pied pour aider les pays africains qui sont pauvres, ceci, cela, mais en réalité, ils vont aller piller leur sous-sol parce que les essences de l'Europe se trouvent en Afrique. Et pour eux, voir d'autres grandes puissances les défier sur le continent africain, c'est inadmissible. Parce que s'ils perdent leurs privilèges qu'ils avaient là-bas, c'est fini, l'Europe chute, l'Amérique chute. Et donc pour eux, c'est inadmissible. Mais il y a aussi deux volets dans ça. Le second volet, c'est le volet monétaire. Parce que les Européens, les Américains ont toujours utilisé la monnaie pour mettre la pression sur les gens. Or, en Asie, il y a un autre système monétaire global qui est en train de se mettre sur pied pour contourner le système monétaire appelé le SWIFT des atlantistes, c'est-à-dire des Européens et des Américains. Et si cela se met sur pied, parce que ça a déjà commencé entre certains pays, c'est-à-dire l'Inde, la Russie, la Chine, l'Iran, le Brésil vient de se mettre là-dedans, l'Afrique du Sud, le Venezuela va rejoindre le mouvement, la Corée du Nord. Et donc, et puis les pays qui sont aux alentours de la Russie, c'est-à-dire Kazakhstan, Biélorussie, Arménie, l'Ouzbékistan, et tous ces pays-là commencent à se mettre dans la danse. Donc, ça forme déjà un autre bloc économique. Et la Russie a dit il faut élargir le bloc économique, c'est-à-dire il faut transporter ça en dehors de leur périmètre, c'est-à-dire Afrique du Sud, il faut dépasser ces pays et demander à d'autres pays de rejoindre le mouvement, de rejoindre ce nouveau système bancaire.
Et comme la Chine et la Russie commencent à influencer, à avoir de l'influence sur le continent africain, il se peut que d'autres pays africains soient intéressés par ce nouveau bloc économique. D'où la peur des Occidentaux pour dire non, 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 non. Là, ça ne peut pas nous échapper parce que si ils rentrent dans ce bloc économique, ça veut dire qu'on ne peut plus contrôler leur économie, on ne peut plus les menacer sur le plan économique, on ne peut plus mettre des sanctions sur eux. Donc, il faudrait qu'on fasse tout possible pour les empêcher de rejoindre ce bloc. Et que l'Afrique, c'est-à-dire tous les pays membres de l'Afrique, leur économie, là, ça doit appartenir au bloc économique mis sur pied par les atlantistes. Donc, voici ce qu'ils tracent. Donc, si cette loi est votée, ça va être voté dans les jours à venir. Si c'est voté, alors ils vont demander à la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire doit mettre fin à toute coopération avec la Chine et la Russie. S'il y en avait, bon, côté Russie, il n'y en a pas. Mais côté chinois, il y en a. Donc, ils vont demander au gouvernement ivoirien que tous les contrats que le gouvernement ivoirien avait signés avec des sociétés chinoises, le gouvernement ivoirien n'a qu'à renoncer à tout pour donner ça aux sociétés européennes ou américaines. Si Ouattara ne veut pas, eux-mêmes, ils vont le renverser. Et c'est bien économique, ils vont bloquer ça. Alassane ne voulant pas cela, alors il sera obligé de chasser la Chine pour dire non, je ne vais plus coopérer avec les Chinois. Or, les Chinois, souvent, ils viennent avec de la technologie. Ils viennent avec de la technologie. Et les Russes, eux, ils sont prêts. Parce que c'est que les Occidentaux ont fait, les erreurs qu'ils avaient faites dans le passé, c'est qu'ils n'ont pas donné de technologie aux pays africains. Mais la Russie, elle vient, elle dit, bon, je suis prêt à donner la technologie nucléaire, c'est-à-dire le nucléaire civil, pour permettre aux pays africains à s'autosuffire en énergie. Bon, un pays qui a beaucoup d'énergie, c'est un pays qui émerge. Parce que toutes les entreprises que vous allez faire, les sociétés là, ont besoin d'énergie. Mais vous voyez nos pays, l'énergie n'est pas assez. Comment on peut se développer? On dit on se base sur des petits barrages qui n'ont pas assez de kilowattheures et qui ne peuvent pas alimenter tout un pays. Il y a des délestages partout. Comment est-ce que des grandes usines peuvent bien fonctionner pour développer les pays? Et donc nous avons un problème d'énergie en Afrique. Or, la base d'un développement, c'est l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de développement. Et les Européens ne sont pas prêts à partager leur technologie énergétique. Les Russes ont dit, nous on est prêts à vous partager le nucléaire. Ils ont proposé ça aux Égyptiens. Et même je pense que l'Égypte, ils sont là construits déjà des trucs en nucléaire en Égypte. Même ils ont proposé ça au Nigeria. Est-ce que vous comprenez? Et l'Éthiopie aussi. En dehors du barrage éthiopien qui est capable, qui a la capacité de partager de l'énergie, non seulement en Éthiopie, mais en dehors de l'Éthiopie, ils veulent leur proposer encore le nucléaire aux Éthiopiens. Et donc, les Européens, ils savent que si les pays africains se dotent de l'énergie nucléaire, non seulement ça va permettre aux pays africains de se développer, mais les pays africains plutôt, ça va permettre aux pays africains de se développer, mais les pays africains vont lutter l'uranium avec les Occidentaux, puisque les Occidentaux ont besoin de l'uranium pour faire fonctionner leur centrale nucléaire qui se trouve en Europe. Or, ce gisement de l'uranium se trouve beaucoup en Afrique. Et donc, les Africains vont vouloir s'accaparer de ça pour eux-mêmes s'approvisionner en énergie. Et donc, les Européens seront obligés maintenant de venir payer ça à prix élevé dans les mains des Africains. Pour eux, c'est hors de question de donner la technologie du nucléaire aux Africains. Eux, ils sont quoi pour connaître cette technologie? C'est inadmissible. Il faut faire comprendre aux Africains que l'uranium, ça ne peut pas leur servir grand-chose et que l'uranium, ça est là pour les Européens, ça est là pour les Américains. Voilà ce qui est dans leur tête. Et donc, les Africains doivent faire très attention. Ils doivent défier la loi américaine. Quelles que soient les menaces que l'Amérique va exercer sur les pays africains, il faudrait que les pays africains soient à la hauteur. Il ne faudrait pas qu'ils se soumettent. Parce que se soumettre, c'est comme une nouvelle colonisation qu'ils mettent sur pied. Parce que tout ce qu'ils ont fait dans le passé, ça ne nous a pas permis de nous développer. Donc, une loi qui est votée en Amérique ne peut pas dépendre de l'avenir de l'Afrique ici. Ils ne peuvent pas voter une loi là-bas pour nous imposer leur dictat. Mais ils ne votent pas ces lois avec les Africains. C'est-à-dire, nous, en Afrique, on est à part. Eux, ils sont à part, ils votent des lois là-bas et puis voilà, ils veulent nous soumettre. Non, c'est inadmissible. C'est-à-dire, un peuple qui se soumet, c'est un peuple qui n'a pas envie de se développer. À un moment donné, on doit lutter. À un moment donné, là, on doit lutter. Et si les Africains voient
que leurs gouvernements veulent se soumettre parce qu'ils ont des richesses à peu près partout. Faisons des coups d'État pour les chasser. Et plaçons des gens qui n'ont aucune richesse à l'étranger, qui vont résister à leurs lois bidons. Maintenant, s'ils veulent mettre des sanctions, alors on s'oriente vers le système économique asiatique. On s'oriente là-bas, on fait du business avec eux, et puis on abandonne le système économique SWIFT, qui est le système économique occidental. Il faudrait que ça soit clair, parce que de nos jours, on ne joue plus. On joue plus. Si tu veux te soumettre, alors c'est le retard en matière de développement. Et donc, les Africains doivent maintenant être éclairés. Les États-Unis ne vont pas voter une loi là-bas, au Congrès américain, et dire que cette loi-là, c'est pour les Africains. Mais vous imaginez? Eux, ils sont 330 millions d'habitants. Nous, on est 1 milliard quelque chose d'habitants sur le continent. Et puis 330 millions d'habitants là veulent dicter leur vision à une population d'1 milliard. Et bientôt, en 2050, on sera 2 milliards quelque chose. Eux, ils veulent nous contrôler. Mais c'est inadmissible, c'est impossible. À tout cas, il faudrait que le peuple africain sache cela. Le peuple africain sache cela. Parce que dans ce temps-ci, ils voient que tout ce qu'ils ont fait, les pays africains commencent à leur échapper. Leurs menaces ne servent à plus rien. Donc, ils veulent maintenant employer une nouvelle arme, l'arme des sanctions, l'arme économique, pour pousser les pays africains à chasser les Chinois et les Russes sur le territoire africain. Si on le fait, mais on s'est exposé au loup. Le loup va nous dévorer comme si rien n'était. Parce que s'il n'y a pas de concurrence entre puissances étrangères sur le territoire africain, mais la seule puissance qui est présente va faire n'importe quoi. Parce qu'elle sait qu'aucune autre puissance ne l'inquiète. Donc elle fait ce qu'elle veut. Mais s'il y a la concurrence, chaque puissance fait très attention pour dire si je provoque là, ceux-là ils sont capables d'aller voir mes opposants, l'autre puissance, et me mettre les bâtons dans les roues dans ce pays-là. Donc je vais faire un effort pour éviter de s'aimer le bordel. Parce que quand il y a la concurrence, chacun fait très attention. Mais quand tu es seul sur le champ, tu fais n'importe quoi. Mais c'est clair. C'est comme un terrain de football. Si c'est une seule équipe, tu joues comme tu veux, tu peux jongler sur ta poitrine, ta tête, parce que tu sais que tu es seul. Mais quand vous êtes deux, on dit, si tu fais n'importe quoi, l'autre il va marquer le but. Donc du coup, tu fais très attention, tu défends. Tu défends pour ne pas que l'autre marque. Donc l'Afrique doit savoir choisir. Et là, c'est un jeu d'influence. Si nous savons choisir, l'Afrique va se développer. Mais vous voyez le Mali, la Russie propose déjà des trains, c'est-à-dire des métros. Depuis que le Mali existe, est-ce que la France a une fois proposé métro? Voilà un métro d'Abidjan. Depuis, on chante ça, ça ne voit pas le jour. Peut-être Alassane a eu une bonne a eu une bonne vision à vouloir mettre le métro là-bas. Mais est-ce que la France veut réellement qu'il y ait un métro en Côte d'Ivoire? Petit truc métro là. Atia, si vous regardez l'histoire de milliards qui est dedans là, la Côte d'Ivoire a déjà investi des milliards et des milliards, mais le métro n'a pas encore vu le jour. Est-ce que vous comprenez? Et puis ça ne va même pas voir le jour jusqu'en 2025. Peut-être jusqu'à la fin, on va quitter là. Les milliards sont partis. On ne va pas voir métro en Côte d'Ivoire. Donc c'est déplorable. Le Mali, voilà la Russie qui vient d'arriver là-bas. On dit la Russie ne fait pas de truc. Mais les Russes, ils vont lutter pour apporter un petit savoir-faire, pour fasciner d'autres Africains. On dit, les gens les ont critiqués, mais voici ce qu'ils sont capables de faire. Mais allez-y en Éthiopie, la Chine a développé le chemin de fer, le transport ferroviaire. La Chine a développé ce transport là-bas. Mais allez-y là-bas, vous allez voir. Allez-y en Égypte. Mais la Chine a investi là-bas d'une manière. Ils ont aidé les Égyptiens à construire une nouvelle ville. Mais allez-y, ils ont investi, ils ont mis le paquet. En Amérique, en Afrique de l'Est, les Chinois, ils investissent tellement là-bas. Mais ils ont changé le transport là-bas. Tu vas là-bas, c'est comme l'Europe. Il n'y a qu'en Afrique de l'Ouest, on ne comprend rien. Le transport, c'est tout un problème. La Russie est en train d'envoyer des métros au Mali.
Mais les Maliens étaient là avec la France. Est-ce qu'ils connaissent même odeur de trucs de métro? Mais depuis que le Mali a commencé la Russie, ils veulent maintenant apporter l'histoire de métro. Le Mali n'avait jamais eu une armée si puissante aujourd'hui, depuis qu'elle était en relation avec la France. Aujourd'hui, le Mali, je peux vous dire, son armée est puissante que celle de la Côte d'Ivoire. Je vous le garantis. L'armée malienne est plus puissante que l'armée ivoirienne. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de guerre. Mais l'armée malienne est puissante que l'armée ivoirienne. Aujourd'hui, les Maliens peuvent détecter des objets non identifiés dans leur espace aérien. La Côte d'Ivoire ne peut pas le faire. Le Mali dispose de radars performants pour détecter des avions fugitifs sur son territoire. La Côte d'Ivoire, chose que la Côte d'Ivoire ne peut jamais faire. Le Mali s'est doté d'une capacité de frappe et d'intervenir sans demander l'aide d'une puissance quelconque. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire cela. C'est-à-dire, si le pays est attaqué réellement, la Côte d'Ivoire serait obligée de demander à l'armée française de venir nous aider. Or, le Mali est confronté à un mouvement terroriste très puissant. Mais les soldats maliens font face. Et ils ont tous les matériels dont il faut pour faire face à ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que les impérialistes ne veulent pas. Ils ne veulent pas voir les pays africains envoyer une armée puissante. Mais la Russie a garanti aux Maliens pour dire, je vais faire de votre armée l'une des armées les plus puissantes, mais la plus puissante en Afrique de l'Ouest. La plus puissante en Afrique de l'Ouest. Mais donnons-nous 10 ans. Si Dieu le veut, vous verrez que le Mali va être devant le Nigeria. Et que même les Maliens, les Russes sont capables de leur transférer une technologie de fabrication d'armes. C'est-à-dire eux-mêmes sur leur propre territoire. Ils sont capables de fabriquer leurs propres armes sur le territoire. Et les autres pays africains vont aller acheter des armes dans la main des Maliens. Si Assimi Goïta il fait une bonne politique et les Maliens sont très intelligents, ils demandent la technologie de fabrication d'armes à la Russie va leur donner. Même si le Mali signe un contrat de fabrication de drones avec les Iraniens, l'Iran va leur donner. Mais c'est ce que le Venezuela a fait. Le Venezuela est confronté à un problème. Mais Maduro, il n'a pas tardé. Il a dit aux Iraniens, permettez-moi, je vais fabriquer des drones. Mais l'Iran a envoyé la technologie de la fabrication des drones. Est-ce que les Américains peuvent le faire? Jamais. Les Européens ne peuvent jamais donner une technologie de fabrication de drones à des pays africains. C'est un rêve. Et puis ils vont les défier demain. Jamais. Mais les Iraniens ont donné ça au Vénézuélien. Donc aujourd'hui, il y a une usine de fabrication de drones au Venezuela. Même au Kyrgyzstan. L'Iran vient d'envoyer encore Kazakhstan, voilà. Vient d'envoyer encore. Vient de signer un partenariat pour créer une grande usine de fabrication de drones. Parce que le pays qui a la meilleure technologie de fabrication de drones au Moyen-Orient là-bas, dans la région, il y a l'Iran. Même Israël a reconnu. Allez-y voir sur I24. Les Israéliens reconnaissent que les drones iraniens sont performants dans la région. C'est performant devant les drones turcs. C'est l'Occident qui fait propagande. Bayraktar, mais les Iraniens ont des drones qui sont performants. Même quand ces drones frappent l'Arabie Saoudite, les radars américains, patriotes, tout ça, ça ne voit pas ces drones-là. Et puis ils sont là, ils accusent l'Iran, mais ils ne voient pas ces drones qui pénètrent sur le territoire saoudien pour frapper. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est les batteries antimissiles américaines qui sont placées en Arabie Saoudite et puis aux Émirats Arabes Unis ne voient même pas les drones iraniens lorsqu'ils pénètrent sur le territoire pour frapper. Et l'Iran donne ça aux Yéménites pour se défendre. Donc, ils ont une meilleure technologie. Si les Maliens les voient pour dire, on veut signer, donnez-nous, bon, Iraniens, voilà, nous on veut coopérer avec vous dans le domaine des trucs de fabrication des armes. Bon, en matière de drones, la Russie, nous on veut une petite technologie. On veut fabriquer quand même les Kalachnikov avec des missiles à moyenne portée. On ne veut pas des missiles balistiques, mais des missiles à moyenne portée pour qu'on puisse défendre notre pays comme c'est grand. Et voilà. Les Russes vont leur donner la technologie des missiles, technologie des drones. Et qu'est-ce qu'il leur reste? Mais avec ça, la France va avoir peur d'eux.
ne va plus attaquer le Mali. Mais c'est ça. Parce qu'ils seront en mesure de frapper les bases militaires françaises qui sont au Niger avec des drones qui vont traverser la frontière pour mener des trucs, des actions là-bas. Quand la France va voir ça, elle va avoir peur. Elle va dire, oh, je ne vais pas provoquer le Mali. Donc voilà. Et d'autres pays africains vont aller payer des armes au Mali. Mais ça fait partie du développement. Vous pensez que les pays développés là, ils vendent aussi des armes, hein? Ça fait partie des trucs de leur budget économique. L'industrie de l'armement aux États-Unis, ils vendent dans des trucs, ils créent des guerres partout pour vendre leurs armes. Et ça renforce l'économie américaine. La France aussi, la Russie aussi, la Chine, Israël. Et tout ça, c'est le jeton, hein? C'est le jeton qui tombe. Les Maliens peuvent aussi demander aux Chinois, on veut une telle technologie dans tel domaine. Et c'est petit à petit. Chaque pays prend des technologies. Voilà, tu sais que tel pays est fort dans telle technologie. Tu demandes un partenariat et transfert de technologie. L'autre, tu traites avec tout le monde, tu prends un peu. Chaque technologie un peu partout. Et puis tu fais une technologie globale dans ton pays. Et ça permet à ton pays de travailler, tes citoyens de travailler. Voilà, et ça développe le pays. C'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, dans 10 ans, le Mali ne sera plus le même Mali qu'on connaît là. Le Mali ne sera plus le même Mali qu'on connaît là. Le Mali va se développer. Sur le plan militaire, le Mali sera puissant que les pays à côté là. Côte d'Ivoire, Burkina, Guinée, Mauritanie, je ne sais quoi, Niger. Le Mali va être en numéro 1. C'est moi qui vous le dis. S'il n'y a pas eu déstabilisation au Mali, et que ça continue comme ça, d'ici 10 ans, le Mali va être en numéro 1 dans la région. Et aucun pays ne va encore rêver d'aller titiller les Maliens pour dire non, on va déstabiliser votre pays. Ce pays sera frappé, vite fait et très bien fait. Donc voici un peu ce qui se passe. Maintenant, allons-y sur le terrain ukrainien. En Ukraine, vous savez, les Occidentaux ont tenté militairement parlant de renverser la situation militaro sur le plan, sur le terrain ukrainien. Ils ont tenté de renverser la situation en faveur des Ukrainiens. La situation militaire en faveur des Ukrainiens sur le territoire ukrainien. Mais ils ont tenté, avec cette coalition, ils ont tenté de faire balancer la force de frappe du côté des Ukrainiens. Ils ont constaté que non, ils ne pouvaient pas. D'où les négociations qui commencent à voir le jour. Hier, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont appelé Vladimir Poutine. Avant eux, c'était le secrétaire d'État américain qui avait contacté son homologue russe pour dire il faut cesser le feu, il faut chercher une situation politique. Mais n'est-ce pas les Américains qui avaient dit il faut tout faire pour affaiblir la Russie sur le plan militaire pour ne plus que la Russie ait des ambitions à attaquer encore d'autres pays. Il faut affaiblir la Russie, il faut détruire la Russie de l'intérieur. Mais ce sont les mêmes là qui commencent à courir, à dire non, il faut maintenant une situation politique, que ça ne peut plus continuer comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qui se passe? Et puis du coup, ils veulent maintenant traiter avec la Russie pour calmer cette histoire d'opération spéciale qui se passe sur le territoire ukrainien. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer calmement. Parce que j'ai suivi un débat hier où des Européens ils reconnaissent qu'ils ne s'étaient pas préparés à une guerre de haute intensité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et depuis que l'Union soviétique a chuté, c'est-à-dire l'URSS a chuté. Ils s'étaient dit que non, sur le territoire européen, il n'allait plus y avoir de guerre. Et donc, ils ne s'étaient pas préparés à une guerre de haute intensité qui voit le jour en Ukraine en ce moment. Eux, dans leur tête, ils s'étaient dit qu'ils allaient mener des opérations en dehors du territoire européen. Donc, des opérations. Et eux, leur opération, ça se limite sur des frappes aériennes. Qu'est-ce qui se passe quand ils font les opérations en dehors de l'Europe? C'est-à-dire, ils donnent des armes aux gens,
Ils partagent des Samsets, des trucs, des RPG, des armes anti-chars, tout, avec des calages, des armes performantes. Mais ils n'ont pas assez de chars de guerre. Est-ce que vous comprenez? Et ils donnent des pick-up, ils mettent des armes dessus. Et puis eux, ils aident maintenant. Ils prennent des citoyens locaux, ils les arment et c'est eux qui sont au front. Maintenant, eux, ils viennent pour mener des frappes aériennes. Est-ce que vous comprenez? Pour mener des frappes aériennes. Donc, les attaques terrestres, ça fait longtemps les Européens n'ont pas pratiqué ça. C'est-à-dire la guerre terrestre. Char contre char. Et face à face, soldat contre soldat. Il y a longtemps, ils ne font pas ça. Eux, ce sont les frappes aériennes. Ils versent des barils de bombes sur le pays et ils aident des citoyens locaux qui se sont rébellés. Ils leur donnent de l'argent pour avancer sur le terrain militaire. Donc, eux, ils ne s'étaient jamais préparés à une guerre d'une telle ampleur. Et comme la Russie a décidé de mener une opération spéciale sur le territoire ukrainien, ils pensaient que les Russes, c'était la même chose. Ils pensaient que les Russes s'étaient pas préparés. Parce que eux, dans leur attendement, ils se disent, bon, dans leur stock d'armement, il n'y a pas assez de trucs de missiles, il n'y a pas assez de trucs de chars, il n'y a pas assez de trucs de lance-roquettes multiples, il n'y a pas assez d'obusiers, il n'y a pas assez de temps, et que c'est limité. Donc, eux, dans leur tête, ils pensaient que la Russie, c'était pareil. Est-ce que vous comprenez? Ils pensaient que c'était pareil. Et que d'ici un mois, les réserves des missiles ou des trucs, les réserves des missiles ou des chars russes, tout ça, là, ça allait s'épuiser et que la Russie n'allait plus avoir quoi que ce soit pour continuer à mener son opération spéciale sur le territoire ukrainien. Et donc, les Européens, dès le premier jour, ils ont dit non, nous allons supporter l'Ukraine et nous allons battre la Russie sur le plan militaire. On ne peut pas laisser la victoire à la Russie. Et donc, dès le premier jour, ils ont commencé à envoyer des armes. Ils ont envoyé des armes comme... C'est-à-dire un pays au monde n'a jamais reçu une telle aide militaire depuis que le monde a commencé. L'aide militaire qu'ils ont envoyée à l'Ukraine, c'est énorme. C'est énorme, mes frères. Ils ont envoyé toutes les armes anti-chars, ils ont envoyé ça en Ukraine. Toutes les armes anti-chars, ils ont déversé ça sur l'Ukraine. Les armes portatives anti-aériennes, ils ont déversé ça en Ukraine. Et je ne sais quoi encore. Des armes anti-navires, ils ont des chars qu'ils avaient dans leur stock. C'est-à-dire, les anciens chars soviétiques ont bien la technologie de l'Union soviétique que certains pays membres de l'UE, mais les pays de l'Est qui sont aujourd'hui membres de l'UE avaient, c'est-à-dire la Pologne, la Lituanie, la Slovaquie, la Croatie, tout ça là, les chars qu'ils avaient, ils ont tout envoyé en Ukraine. Leurs avions qu'ils avaient, la Pologne a envoyé tous ses avions. Les MiG-29, les MiG, tout ce que la Pologne avait, la Pologne a envoyé tout. Ils ont fait des pièces détachées d'une manière, je ne sais pas comment ils font pour faire traverser ça, mais ils font tout pour faire traverser ça en fait. Ils ont tout envoyé en Ukraine. L'Amérique, le Canada, le Japon, ils ont pris les armes jusqu'à ils ont envoyé. L'Amérique même a envoyé ses nouveaux chars. Abrams, tout. Ils ont envoyé des conseillers militaires, des armes anti-aériennes, des contre-batteries, des missiles. Ils ont tout envoyé. Et ils ont commencé à dire que non, la Russie n'a plus assez de trucs de munitions. Est-ce que vous avez compris? Parce que eux, en fait, quand ils disent les Russes n'ont plus de munitions, en fait, ils veulent parler d'eux-mêmes. C'est eux qui n'avaient plus de munitions, en fait. Parce qu'ils ne s'étaient jamais préparés à un tel affrontement de haute intensité. Et donc, quand ils ont donné, chez eux, il ne restait plus rien. Il ne restait plus rien. C'est-à-dire, s'il y avait un affrontement entre la Russie et eux, là, ils allaient perdre automatiquement. Parce que si la Russie s'apprenait à leurs usines de fabrication d'armes, ils n'allaient plus être à mesure de fabriquer d'autres armes. Parce qu'ils avaient déjà puisé toutes leurs réserves pour donner à l'Ukraine. Donc, pour remplacer ça, il leur faut au moins 2 à 3 ans
pour renforcer ça et fabriquer des nouveaux missiles et tout. Donc eux, ils pensaient que les Russes n'avaient pas de missiles. Donc en envoyant cela, ils étaient convaincus que la Russie allait perdre. Parce qu'à un moment donné, la Russie n'allait plus recevoir, les soldats russes n'allaient plus recevoir de missiles, ni de chars et tout. Et même ils ont dit, sur la place rouge, lors du défilé, il n'y aura plus assez de chars parce que les chars russes ont été tous détruits. Et dès les premières heures de cette opération spéciale, ils nous ont fait croire que la Russie n'avait plus de missiles et que la Russie demandait l'aide à la Chine. Vous voyez comment les gens, qui n'a pas appris que les Russes demandaient de l'aide militaire à la Chine? Et moi j'avais dit c'est du n'importe quoi. La Russie n'a jamais demandé de l'aide militaire à la Chine. Au contraire, ce sont les Chinois qui demandent de l'aide militaire à la Russie. Ce n'est pas la Russie qui s'en va demander de l'aide. La Russie, et puis ils ont dit non, les Iraniens aident les Russes via l'Irak pour envoyer des armes en Russie. Je dis mais quelles sont ces conneries-là? Pourquoi ils essaient de mentir aux gens? Au contraire, ce sont les Iraniens qui demandent l'aide militaire à la Russie pour faire front à l'Amérique et à Israël. Et les soldats russes qui sont en Syrie, il y a des armes là-bas. Est-ce que ces armes sont encore finies sur le territoire syrien pour aller demander des trucs? Donc moi j'avais dit, tout ce qu'ils disent là c'est du n'importe quoi. C'est pour nuire l'image de la Russie, comme quoi la Russie est la deuxième puissance mondiale et une opération qui vient à peine de commencer, ils n'ont plus de munitions, ils s'en vont demander l'aide à la Chine. Et qu'à partir de maintenant, c'est la Chine qui occupe la deuxième. C'est ce qu'ils voulaient faire passer comme message. Mais c'était du n'importe quoi. Les Chinois même, ils ont démenti pour dire la Russie ne nous a jamais demandé de l'aide militaire. Donc l'Occident, coalisé de 40 pays, ont misé sur l'Ukraine. Ils ont toutes leurs trucs aux armes, ils ont donné ça à l'Ukraine. Mais cela n'a rien changé sur le terrain militaire. Cela n'a rien changé sur le terrain militaire. La France a au moins 100 canons César. La France a donné 20. Il reste 80. Est-ce que vous comprenez? Mais les Césars français n'ont rien changé sur le terrain militaire. Rien n'a changé. Toutes les armes qu'ils ont envoyées, ça n'a rien changé. Ça n'a pas poussé les Ukrainiens à prendre le dessus et tout. Donc en voyant cela, non seulement ils ont misé beaucoup d'argent, l'Amérique 40 milliards, plus d'autres milliards, ils ont même dépensé 50 milliards, les Américains. 3 mois là, ils ont dépensé 50 milliards pour donner ça aux Ukrainiens. Chose qu'ils n'ont jamais fait pour l'Afrique. Hein? C'est eux qui chantent dans les oreilles des gens. On va aider les Africains. Mais aux pays africains là, ils n'ont jamais misé 40 milliards, 50 milliards en 3 mois pour dire on va développer l'Afrique. Ils ne le font jamais. Mais l'Ukraine, 3 mois seulement, l'Amérique a donné 50 milliards. La France a donné 2 milliards quelque chose. Et les autres pays de l'UE ont donné plusieurs milliards. Et cela n'a pas changé les règles du jeu. Et eux maintenant, ils ont pris des sanctions tellement fortes qu'à un moment donné, ces sanctions se retournent contre eux. C'est-à-dire l'inflation est galopante en Europe. Ils ne voient plus clair. Jusqu'à côté pétrole là, eux-mêmes ils veulent se suicider. Mais d'autres pays européens ont commencé à dire non, 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 vous avez dépassé la ligne rouge. À un moment donné, ça suffit parce que vous voulez faire chuter nos économies. À cause de l'Ukraine, nous on ne veut pas. Cette histoire de pétrole là, si vous touchez à ça, non, l'Union européenne va se casser. Ah oui, Victor Orban, il a dit, si vous touchez le pétrole, l'Union européenne, nous on quitte dedans. Parce que nous on veut continuer à prendre le pétrole russe. On ne veut pas truc. Donc si vous ne voulez pas qu'on prenne le pétrole russe, vous voulez faire truc pour laguer une bombe nucléaire économique sur notre pays, ça ne peut pas marcher. Dans ce cas, c'est l'Union européenne qui va se fusiler. Et donc, l'embargo sur le pétrole, ils ont mis fin à ça. La Croatie aussi, la République tchèque, tous ceux-là, ils ont dit non, 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 pas question de toucher ça. Ce n'est pas à cause de Kiev. Nous, on va tuer notre population. Ou bien nos populations. Donc, quand ils voient qu'avec toutes les sanctions qui avaient pour but de faire chuter le rouble, de détruire l'économie russe, non seulement le rouble devient puissant, la Russie gagne de l'argent de jour en jour. C'est-à-dire le prix des hydrocarbures monte, le gaz, le pétrole, et beaucoup d'argent vient dans les caisses du Kremlin. Est-ce que vous comprenez? Non seulement ça a augmenté le prix du blé, et donc on attend non.
du blé qui coûtait quelque chose, aujourd'hui ça coûte 400 50 €, si je ne m'abuse pas. Et donc le prix du blé a augmenté. Et la Russie, qui est le premier pays exportateur de blé au monde, il y a l'argent encore qui rentre dans les caisses de l'État. Donc les Européens, ils voient, ils disent, est-ce que sanction là, c'est efficace même? Non seulement l'euro se casse là-dedans, ou bien l'euro se casse les dents, le rouble augmente, ça devient fort. L'inflation monte, le prix des trucs de carburant ici à l'Europe, ça augmente. L'huile augmente, la farine augmente, tout commence à être compliqué. Sur le terrain militaire, l'Ukraine commence à perdre du terrain. On fait comment? Ils voient que militairement parlant, ils n'ont pas pu changer quelque chose. Ils n'ont pas pu modifier les rapports de force. Au contraire, la Russie qui se réservait à ne pas utiliser certaines armes, a commencé à utiliser certaines armes. Les armes thermo-barriques, ce sont des armes qui sont larguées par le lance-missile Thor. On appelle ça TORS. T-O-R-S. Il y a tiré Thor 1, voilà. Thor 1, Thor 2, S, quelque chose comme ça. Donc, ce sont ces lance-missiles multiples. Parce que la Russie a plusieurs gammes de lance-missiles multiples. Il y a Uranga, il y a Smash, il y a Grad, il y a Thor, il y a... C'est toute une gamme. Ce que les Européens n'ont pas. Hein. Eux, ils n'ont pas ça. Ils ont seulement un seul type de lance-missiles multiples, c'est tout. Et ce sont les Américains qui ont ça. En dehors de l'Amérique, les autres pays européens n'ont pas ça. Mais la Russie a plusieurs gammes. Même en Smash, lance-missile multiple Smash, pour les Russes, là, ça fait 80 km. Hein, la distance, ça peut frapper à 80 km. Or, le César français, c'est 45 km. Et donc, quand sur les médias, ils mentent pour dire non, les armes occidentales ont une longue portée. Non, c'est du n'importe quoi, c'est des mensonges. Même le lance-missile multiple américain, ça fait 60 km la portée. Les Russes, eux, ils ont des lance-missiles multiples qui font 80 km. Et ils sont là modifiés pour atteindre 100 km. Donc, du coup, en matière de trucs comme missiles, les lance-missiles multiples, les Russes ont une longueur sur les Occidentaux. La portée, voilà. Donc, il faudrait que les gens, ceux qui vous mentent sur les plateaux de télé, qu'ils arrêtent leur conneries là. Mais, le lance-multiple, Thor, la Russie n'utilisait pas ça parce que c'est un truc qui est très dangereux en fait. Quand on lague ça, si c'est lagué dans une ville, ça peut tuer beaucoup de personnes. Même les civils vont mourir. Donc les Russes n'utilisaient pas ça. Mais dans ces temps-ci, les Russes ont commencé à utiliser ça. Je pense qu'ils ont montré sur les télévisions, vous avez vu, hein, ceux qui ont regardé France 24, CNews, LCI et d'autres trucs. Voilà. Maintenant, il y a d'autres médias. Ils ont montré ce missile en question. Quand ça en lague, ça brûle le périmètre. Quand ça frappe l'endroit, ça provoque du feu. Et ça absorbe l'oxygène. C'est-à-dire, pour respirer, pour avoir un air frais, pour être truc, c'est l'oxygène qui respire. Mais ce missile, quand c'est largué, quand ça tombe là, ça envahit l'oxygène qui est aux alentours. Et c'est l'air chaud. C'est comme si l'air que tu respires, c'est du feu que tu respires dans tes narines. Donc, du coup, ça a des répercussions directes sur tes poumons. Tu n'arrives plus à avoir de l'air pour respirer. Donc, ça absorbe l'oxygène et ça t'envoie un air qui est bizarre, chaud, et ça brûle tes poumons. Est-ce que vous comprenez? Et ça brûle l'endroit où c'est truc. Vous voyez, quand ça fait truc, il y a je ne sais pas si c'est un truc, un but de truc. Ça fait ça prend tout l'air. Et donc, c'est ça. Quand les Ukrainiens ont vu ça, ils ont commencé à fuir. Ah oui, ils étaient cachés dans des tranchées. Quand les Russes ont utilisé ça, d'où quand ils ont vu, ils ont dit putain, mais ça c'est différent des autres missiles. En bas en retraite, ils ont commencé à courir. Mais bon, c'est un missile qui a une portée de 5 km. Ils n'utilisent pas ça comme ça. Donc, la portée de ce missile, c'est 5 km. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Donc, c'est 5 km. Donc, quand vous êtes
à une distance de 5 km où les Russes sont positionnés ici, vous êtes à 5 km, à tir, s'ils utilisent ça, vous allez commencer à courir. Tu laisses au calage, tu fuis parce que c'est un missile, tu ne peux pas résister à ça. Quand ça frappe, si tu es là, ça frappe là-bas. Quand tu vas respirer, l'air ne va pas venir, tu vas courir, tu vas avoir un bon air. Est-ce que tu vas encore rester là pour que ce missile te trouve? Non, tu cours, tu dis non, c'est chaud à terre, reculons. Et donc, dans la ville de Liman, c'est ce missile qu'ils ont utilisé. C'est lance-missile multiple Thor. C'est ça les Russes ont utilisé. Et les Ukrainiens ont fui vite fait pour quitter parce que ça devenait dangereux. Ils ont dit non, non, on ne peut pas résister face à ça. Mais pour détruire ça, il faut d'autres batteries pour détruire ces trucs parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas résister à ça. Ils ont commencé à utiliser de nouvelles armes. Mais oui, les Occidentaux n'ont pas de telles armes dans leurs armements. Même les Américains n'ont pas ça. En matière de lance en missiles multiples, qu'on appelle thermobariques, les Occidentaux n'ont pas ça. Ce qu'ils ont, ce sont des missiles largués par des avions thermobariques. Voilà. Pour les Occidentaux, ce sont les avions qui larguent. Mais les Russes aussi ont pour eux, qui peuvent larguer par avion, mais ils n'utilisent pas leur aviation pour larguer de tels missiles. Eux, ils utilisent leur lance-missiles multiples. Et c'est ça qui détruit les fortifications. Parce que quand on dit dans le Donbass, ça n'avance pas. Oui, ça ne peut pas avancer. Vite, ça avance. Mais pas si rapidement que ça. Pourquoi? Parce que ça fait au moins 8 ans, depuis 2014. Les Occidentaux ont aidé les Ukrainiens à creuser des sous-sols, des tunnels bétonnés. Hein? Ils creusent des gros trous. Ils font des gros bétons et puis ils sont là-bas. Et ils ont préparé la guerre en fait pendant 8 ans. Donc, pour que les Russes avancent, il faut détruire leur position. Donc, on dit position fortifiée. Mais il faut les détruire. Parce que si tu ne détruis pas ça, tu ne peux pas avancer. Parce qu'eux, ils sont terrés dans leur trou. Et puis, ils tirent. Quand ils viennent, ils te tirent là-dessus. Et ils sont dans des trous. Et donc, quand toi, tu tires, ils s'abaissent. Ils sont dans les trous. Et il y a des bétons. Et ils font des petits trous. Ils sont dedans. Donc, il faut détruire ça. Mais pour détruire là, si tu n'as pas une armée puissante, tu ne peux pas. Il n'y a que la Russie pour détruire leurs fortifications. Donc, leur position, hein, ils ont fait des fortifications tout autour du Donbass. Donc, la Russie est obligée d'aller pas à pas pour détruire les lignes de défense. Quand on dit ligne de défense, ce n'est pas quelqu'un qui est couché là. Non, non, non. Ils ont creusé des gros trous, des bétons armés de 3 mètres. Hein, 3 mètres d'épaisseur. Et il faut des armes spéciales pour détruire ces bétons armés. Parce que c'est comme des bunkers. Ils sont dedans et puis ils tirent. Maintenant, quand toi tu tires, ça ne les trouve pas. Donc, la Russie était obligée d'utiliser ce temps-là. Quand ça frappe là où il y a le bunker à tir, ça les trouve dans leur chambre où ils sont terrés là. Il n'y a plus d'oxygène. Ils sortent comme des rats. Chacun fuit. Il laisse un calage, ça court. Ils quittent dans leur trou. Chacun se cherche. Ah, c'est chaud. Ça envoie une chaleur forte. Toi-même, tu es obligé de trucs. Une chaleur pas possible. C'est comme si c'est le soleil qui te brûlait. Tu es dans un trou, il y a une forte chaleur qui te trouve là-bas. Il n'y a plus d'oxygène pour respirer. Tu sors, tu cours. Tu dis, mais c'est quelle arme ça? Ils ont utilisé quelle arme? On ne peut pas. On va en retraite. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi il court, il dit, ah, c'est chaud. Dans le Donbass, c'est chaud. C'est un déluge de feu. On ne peut plus. On veut de l'aide occidentale. On veut des missiles. Mais c'est quel missile vous allez avoir? Ce n'est pas les missiles lance multiples qui vont changer. Ou bien qui vont changer la donne. Même si l'Amérique leur donne des missiles lance multiples dont dispose le MRS des Américains, ça ne peut rien changer. Parce que ce n'est pas plus puissant que ce que les Russes ont. Donc, rien ne va changer. Et donc, les Occidentaux ont compris que sur le plan militaire, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas empêcher les Russes de prendre ce que les Russes veulent prendre. Et ce qui inquiète les Occidentaux, c'est que le Donbass va tomber. Qu'il pleut, qu'il neige, ça va tomber. Mais si ça tombe, est-ce que la Russie va lancer des offensives dans d'autres régions? C'est ça qui les inquiète. Donc, ils veulent éviter que Poutine ne s'apprenne à d'autres régions. Et donc, ils veulent négocier. D'où les appels envers Poutine. Pour dire, bon, on n'a qu'à négocier. Il faut des négociations sérieuses pour arrêter la guerre. Parce que sur le plan militaire, ils savent qu'ils ne peuvent plus arrêter la Russie. Avec l'aide de 40 pays réunis, tout ce qu'ils ont fait, ils ne peuvent pas. La seule solution, c'est qu'ils rentrent directement en guerre contre la Russie.
Et là, s'ils rentrent aussi en guerre contre la Russie directement, mais ça va devenir une guerre généralisée nucléaire. Et donc, les pays qui soutiennent la Russie, qui jusqu'à présent, qui n'interviennent pas aux côtés des trucs des Russes pour mener la bataille sur le terrain, ces pays vont aussi rentrer en danse. Et la Chine, on ne va pas rester là les bras croisés. Les Chinois seront obligés de choisir leur camp et de rentrer aussi en action. La Corée du Nord ne va pas rester là les bras croisés. La Corée du Nord va rentrer en action. L'Iran ne va pas rester les bras croisés. L'Iran va rentrer en action. Donc ça va devenir un truc global. Et ça va se passer au niveau de l'Amérique latine. Le Venezuela, le Cuba, le Nicaragua, les trucs, le Brésil. Ils vont choisir. Donc les Américains, ils voient que si ça arrive là, ça risque de dégénérer. Il se peut qu'on ne contrôle plus la situation. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut demander les négociations à Poutine pour éviter une guerre généralisée. Parce qu'ils ont tout fait. Ils ont cru qu'en soutenant l'Ukraine militairement parlant, ça allait renverser les donnes. Mais ils voient que non. La Russie avance et ils ont peur. Parce qu'il y a un général russe qui a dit si le Donbass tombe, ils vont repartir à Kiev. Donc, les Européens ont commencé à avoir peur. D'autres ont dit non, eux ils vont partir vers Odessa. D'autres ont dit non. Si le Donbass tombe, comme on avait quitté Kiev, et puis ils disaient que non, ils nous ont chassés, on va repartir à Kiev et on va prendre Kiev. Donc du coup, les Occidentaux, ils ne savent plus. Est-ce que c'est vers Odessa, les Russes vont se diriger une fois que le Donbass tombera? Ou est-ce que les Russes vont se dire, bon, nous on s'en va à Kiev, on va relancer les opérations sur Kiev pour prendre Kiev. Et donc, ils commencent à se poser des questions. Parce que si Kiev tombe, le gouvernement ukrainien tombe, c'est fini. Ils perdent dans l'Ukraine totalement. Et donc, ils ont commencé à réfléchir, ils se disent, non, 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 c'est inadmissible. Il faut déjà commencer à négocier. Maintenant, concernant cette histoire de blocus de la mer Noire, où la Russie a dit, non, 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 aucun bateau ne va venir charger les céréales de l'Ukraine pour alimenter. Mais les Européens, ils font croire aux gens que ce sont les Africains qui ont faim. Que non, ça va engendrer une crise mondiale. Et que les pays africains vont subir. Et ils ont commencé à citer certains pays africains. L'Égypte, la Tunisie, comment on appelle ça même? La Somalie. Ils ont commencé à citer des pays, que ce sont ces pays-là qui vont subir. Mais eux-mêmes, ils ne se citent pas. Ils ne citent jamais les pays européens. En réalité, mes frères, il y a quand même des pays producteurs du blé dans le monde. Mais ceux qui sont les pays exportateurs du blé là, ils sont peu. C'est-à-dire, les États-Unis produisent le blé dans le monde. Le Canada produit le blé. L'Australie produit le blé. L'Inde produit le blé. La Chine produit le blé. La Russie produit le blé. La France produit le blé. Et l'Ukraine produit le blé. Est-ce que vous comprenez? Ok. Après avoir fini de citer ces pays, les grands producteurs de blé, je ne vous dis pas que les petits producteurs de blé. Sinon, il y a beaucoup de pays qui font aussi culture de blé. Mais ça ne leur suffit pas. Ça ne suffit même pas à leur population. Et même en Égypte, même eux aussi, ils sèment aussi le blé. Mais ça ne peut pas nourrir toute la population égyptienne, qui est environ au moins 100 millions d'habitants ou bien quoi là. Ça ne peut pas nourrir toute la population égyptienne. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux tous, ils produisent. Mais eux tous, ils n'exportent pas. C'est-à-dire, la Chine, le blé que les Chinois produisent, les Chinois eux-mêmes, ils mangent leur blé parce qu'ils sont nombreux, ils sont 1,5 milliard. Donc, ils sont obligés de manger leur propre blé. Donc, ils produisent pour manger, pour ne pas aller acheter du blé sur le marché international. Donc, ils produisent leur blé pour nourrir leur propre population. Donc, du coup, les Chinois, leur blé qu'ils produisent là, ça ne peut pas nourrir le monde. Ça, c'est un. Donc, les Européens ne peuvent pas aller acheter du blé en Chine, puisque le blé que les Chinois produisent là, c'est pour eux-mêmes. L'Inde produit aussi le blé et exportait aussi. Mais l'Inde a connu une violente sécheresse cette année. Est-ce que vous comprenez? Et donc la production de cette année-là ne va pas être positive. Ce qui va faire que s'ils vendent ce qu'ils ont récolté cette année, ils vendent ça, l'année prochaine, il y aura une violente famine en Inde. Donc le gouvernement indien a pris la décision de ne pas exporter sa production qu'elle a eue cette année. Donc les Indiens, ce qu'ils ont eu cette année-là, c'est réservé pour la population indienne.
Ce qui fait que les Européens ne peuvent pas aller acheter du blé dans la main du gouvernement indien. Donc, ça fait déjà 2 gouvernements qui sont éliminés. Chine, l'Inde, ces deux-là ne peuvent pas exporter cette année ou l'année prochaine. Donc, ça fait 2 gouvernements déjà. La France produit du blé. Mais la France n'exporte pas du blé à travers le monde. Ce que la France produit, c'est pour nourrir la population française. Donc, ce n'est pas un pays exportateur de blé à travers le monde. Donc, la France ne peut pas nourrir le monde avec son petit blé qu'elle produit. Donc, 3 pays. France, Inde, Chine, éliminés. Les États-Unis produisent du blé. Ils exportent, mais ils ne peuvent pas nourrir le monde entier. Ils exportent, mais leur exportation, c'est limité. Donc, ils ne peuvent pas compter sur les Américains pour nourrir toute l'Europe. Ça, c'est un cas. Le Canada produit, mais le Canada n'est pas premier exportateur mondial du blé. Donc, ça veut dire que l'exportation du blé canadien est limitée. Bon, l'Australie aussi produit, mais l'Australie n'exporte pas à travers le monde. Il produit pour nourrir son peuple australien. Donc, vous comprenez déjà. Donc, les pays qui restent, les États-Unis, qui eux, ils produisent, ils exportent, mais pas en grande quantité. Le Canada qui produit, qui exporte, mais pas en très grande quantité. L'Ukraine qui produit, qui exporte. La Russie qui produit, qui est premier pays exportateur du blé au monde. Ces 2 pays-là, il y a eu une mésentente. Donc, non seulement le blé ukrainien ne peut plus alimenter les pays qui passaient leurs commandes auprès de l'Ukraine pour être alimentés en blé. Bon, la Russie qui alimentait l'Europe en blé ne veut plus les livrer en blé, puisque les Russes les considèrent comme des partenaires inamicaux. Donc, le blé russe ne va plus aller chez les Européens. Alors, les Européens, il y a plusieurs pays européens. Eux tous, ils ne produisent pas du blé, mais ils ont besoin du blé. Ce n'est pas la France qui va leur livrer. L'Amérique ne peut pas nourrir tous ceux-là. Et donc, du coup, ils voient que ça ne va plus. Tout augmente. Ça commence à devenir cher. Parce que même, ils ont besoin du blé pour nourrir leurs bêtes. Ceux qui font l'élevage et tout ça. Ah oui, il y a des nourritures qui sont fabriquées à base du blé pour nourrir leurs bêtes, que ce soit les chèvres, les porcs, les bœufs, les poulets, tout ça là. Et donc, ces aliments-là deviennent chers. Et quand ça devient cher, mais les bêtes aussi, les volailles aussi, le prix augmente. Donc, tout commence à changer. Ils se disent, où a fait la voilà? Vraiment, mieux vaut négocier parce que là, sur le terrain militaire, on ne peut pas défaire on peut pas défaire la Russie. On risque de perdre une grande partie de l'Ukraine. Bon, avant qu'il ne soit trop tard, il faut déjà négocier avec la Russie pour demander aux Russes de s'arrêter là où ils ont, c'est les territoires qu'ils ont grignotés là, ils n'ont qu'à se limiter là, c'est-à-dire le Donbass qui va tomber bientôt, ils n'ont qu'à se limiter là, avec le sud, Kherson, la Crimée, ils n'ont qu'à se limiter là, faut pas, ils vont attaquer d'autres régions. Donc, les négociations qui démarrent, c'est pour faire comprendre à Poutine de lui dire, si le Donbass tombe, s'il te plaît, il ne faut plus attaquer autre région. Pour grignoter encore, il faut te limiter là. Voilà, ces territoires, tu vas les annexer. Il ne faut plus vouloir attaquer d'autres territoires. Ça, c'est la première vision. Parce qu'ils savent que militairement parlant, la Russie est capable d'attaquer d'autres régions et s'accaparer de ça. Et donc, eux, ils ne veulent pas que la Russie attaque d'autres régions pour s'accaparer de ça. Donc, la Russie n'a qu'à se limiter sur le Donbass. Maintenant, sur le plan économique, ils savent que les sanctions qu'ils ont émises contre la Russie, ça fait que leurs entreprises ont fui la Russie. Et donc, ça a des répercussions directes sur leurs économies. Et l'euro qui chute face au dollar et au rouble. Et c'est pour eux, c'est inadmissible. Maintenant, une crise alimentaire qui vient s'ajouter parce que tous les pays européens ne sont pas auto-insuffisants alimentaires. Et donc, il faut aller chercher de la nourriture ailleurs. Ceux qui pensaient, ceux qui comptaient pour remplir ces tâches, ces pays-là ont dit non, nous on ne peut pas vous nourrir parce que nous-mêmes ça ne nous suffit pas. Donc
il y a un seul pays qui reste, l'Ukraine et la Russie. Donc Poutine a dit, mais eux, ils ont produit 50 millions de tonnes. Et qu'ils sont capables de nourrir le monde entier avec 50 millions de tonnes de blé cette année. Et que la récolte a été bonne. Et Poutine a dit, mais l'année prochaine, il se peut que la Russie produise au moins 80 millions de tonnes de blé. Ce qui va alimenter. Et donc, quand eux, ils attendent 50 millions de blé, ils disent, ah, donc vous avez un tel nombre de tonnes de blé, et puis nous, on souffre. Mais écoutez, on n'a qu'à négocier. D'où cette histoire de dire à la Russie, bon, levez le blocus. Bon, c'est une manière, hein, c'est donnant. Ils savent que dans les coulisses, il y a ce qui ne se dit pas au grand jour quand ils parlent. Dans les coulisses, ils vont proposer à Poutine, écoute, il faut nous demander à ce qu'on lève les sanctions contre toi, contre ton pays. En retour, tu vas dire, bon, tu lèves le blocus. Donc, comme ça, au grand jour, dans le monde entier, au jour, c'est-à-dire dans le grand public, on va faire croire que c'est toi qui as demandé à ce qu'on lève les sanctions que nous avons émises contre toi. En retour, tu nous permets à ce qu'on aille chercher le blé et que tu nous alimentes aussi en blé. Donc, on va dire, bon, pour trouver une paix, on a fait des compromis et donc les sanctions ont été levées. Donc, c'est sur cette voie-là on va. Donc, vous verrez. Ils vont dire, bon, écoutez, nous, on veut prendre le blé qui se trouve en Ukraine et tout. Poutine dit, bon, la seule solution, vous cessez de donner des armes à l'Ukraine et vous levez les sanctions. Ils vont dire, bon, comme il y a une crise alimentaire qui vient, parce qu'eux-mêmes, ça les arrange. Hein. Les Européens, ça les arrange parce que les sanctions, ils sont là détruits leurs économies. Ils vont dire, bon, écoutez, bon, comme c'est ça pour sauver le monde, et ils vont se faire passer pour des sauveurs du monde. Ils vont dire, bon, si c'est ça, on va trouver un compromis. Donc, on lève les sanctions. Bon, Poutine, nous aussi, bon, les Ukrainiens, écoutez, ce qui est sûr de toutes les façons, le Donbass est perdu. Hein, on ne peut plus vous donner des armes, ce n'est plus la peine. Ce qui est sûr, on a trouvé un compromis. Si le Donbass tombe, Poutine ne va plus attaquer autre partie de l'Ukraine. Donc, on laisse ça comme ça, signer un traité de paix, et puis c'est fini. On est quitte, et puis bon, on est là, on va vivre comme avant. Et c'est ce qui va arriver dans les jours à venir. C'est ça qu'on appelle la diplomatie. Et donc, vous verrez, cette histoire d'envoyer armes en Ukraine, vous allez voir, dans les jours à venir, les Ukrainiens vont se plaindre, mais les Européens ne veulent plus nous donner des armes. Ils vont dire, écoutez, calmez-vous. Dans tous les cas, le Donbass est tombé, laissez ça aux Russes. Laissez ça aux Russes. Hein? Tout ce qu'on peut négocier, c'est d'éviter que Poutine attaque d'autres régions, Odessa, ou bien ça prenne à Kiev. Donc, laissez ça comme ça. Hein? Céder ces territoires russes, on va trouver des compromis. Et puis, bon, écoutez, le monde avance. Ce n'est pas à cause de vous, Ukrainiens. Nous, on va avoir faim. Nous aussi, on a besoin du blé russe. Ils disent qu'ils ont produit 50 millions de trucs de tonnes. Et vous êtes là, vous allez nous distraire. 50 millions de tonnes. Écoutez, nous, on veut nourrir notre population. Donc, c'est ce qui va arriver. Et vous verrez dans les jours à venir, ils vont dire, bon, il y a un compromis qui a été trouvé. Il y a eu une entente. Même Kissinger, l'ancien secrétaire de l'État américain, a dit à l'Ukraine, écoutez, cédez cette place aux Ukrainiens. Même Soros, qui est contre Poutine, Soros, le grand influencer, Soros, l'américain, d'origine hongroise, il a dit, mais écoutez, les Ukrainiens cédez. Donc, c'est-à-dire, les hommes puissants des États-Unis, eux-mêmes, ils comprennent que non. Cette partie-là, c'est déjà à peine perdu. On ne peut pas arracher ça aux Russes. Le Donbass tombera. Donc, laissez le Donbass aux Russes et trouver une solution parce que là, l'économie mondiale, ça ne va pas. Ça ne va pas, ce n'est pas à cause de vous. On va faire truc. Et si on veut aller encore plus loin, ça risque de dégénérer sur une guerre totale mondiale. Nous, on ne fait pas ça. Donc, écoutez, chers Ukrainiens, on vous aime, on vous a beaucoup aidé, mais arrêtez de crier maintenant, arrêtez de pleurnicher et tout. On ne peut plus encore émettre d'autres sanctions. Nous, on veut négocier, on veut se nourrir, on veut arrêter cette guerre parce que non seulement ça va montrer nos limites pour que demain on puisse avoir une porte de sortie pour dire, bon, c'est nous, si on n'avait pas arrêté d'envoyer les armes à l'Ukraine, la Russie ne pouvait pas avoir cette victoire. Donc, eux aussi, ils cherchent à sauver leur visage, leur image. Mais bien sûr, donc voici ce qui va se produire dans les jours à venir, dans les mois à venir. Donc, regardez de très près. Voilà. Sinon, la Russie avance dans le Donbass. Poutine avance bien même. Et donc, il y a Kramatorsk qui est menacé. Il y a Severodonetsk Donetsk qui est menacé. Il y a Sloviansk qui est menacé. Donc, il y a au moins
3, 4 villes qui sont menacées en ce moment, où les frappes russes s'abattent en ce moment. Donc la Russie se dirige dans plusieurs directions, 4 directions à la fois. Tiens, le sud, hein, le nord un peu, l'est, et puis vraiment Poutine. Ça frappe partout. Les Ukrainiens ne savent plus quel front il faut défendre. S'il faut aller sur l'autre front ou bien il faut aller là-bas. Ils sont perdus, ils sont perturbés. Ça bat en retrait seulement. Ils ont peur qu'on les encercle comme un truc comme Mariupol. Donc quand une ville, les Russes sont proches d'encercler la ville, les soldats ils fuient, ils sortent de la ville. Chacun se cherche. Il dit non, c'est un repli stratégique. Bon, on va reconquérir la ville après. Reconquérir quoi? Vous fuyez, vous dites c'est un repli stratégique. Restez là-bas, ils vont vous attraper. Ils vont vous envoyer en Sibérie, au Goulag. Donc, ils ne veulent plus être envoyés au Sibérie. Quand les Russes veulent encercler la ville, ils fuient. Et puis, ils laissent tomber la ville. Et c'est comme ça. Les Russes ont compris. Ils disent, bon, si c'est ça, chaque ville, on va vous encercler. Comme ça, vous allez fuir. Et donc, Atia, c'est comme ça. Même Kramatorsk, ils voulaient entourer ça. Les Ukrainiens ont fui. Les Russes ont pris. Liman, ils ont voulu encercler. Les militaires ukrainiens ont fui. Ils ont laissé. Ils ont dit, c'est un repli stratégique. Maintenant, Donetsk, ça commence à être un truc. Donc, les Russes viennent. Donc, ils sont là. Hein? Bon, il y a nos meilleurs combattants là-bas. Ils sont 12 000. On ne peut pas les laisser. Bon, on va voir la situation. Peut-être on va faire un repli stratégique. Donc, ils vont encore laisser tomber la ville, en fait. Vous allez voir d'ici une semaine, ils vont dire Soveruno, Donetsk, les militaires ukrainiens ont replié. Hein? Ils ont fait un repli stratégique. Ceci, cela, ben, c'est une manière de... Ils ne peuvent pas défendre. S'ils veulent défendre, ils risquent de rester coincés là-bas. Les Russes vont les entourer, les mater jusqu'à ils vont les attraper pour les amener comme à Mariupol. Et donc, eux, ils ne veulent plus voir un autre Mariupol. Parce que ce n'est pas sûr que ceux du Mariupol qu'ils ont arrêté, les 2500 là, ce n'est pas sûr qu'ils reviennent vivants. Donc, les autres ont vu, ils ont dit... les autres ne sont pas encore revenus. Moi, là, je ne vais pas rester ici. Je vais être un prisonnier des Russes. Quand c'est chaud, je ressors. La ville n'a qu'à tomber. C'est un repli stratégique. Et donc, c'est ce qui se passe à Tia. Les Européens, ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour empêcher la Russie? Pour les arrêter? Ils ne peuvent pas. Même leurs mercenaires sur le terrain. Il y a un mercenaire américain. Il dit qu'il a participé à la guerre de l'Irak, l'Afghanistan et de la Somalie. Donc lui, il est parti là-bas pour aider les Ukrainiens, mais il dit ce qui se passe là-bas, c'est pas la même chose avec ce que lui, il a vécu en Irak, Afghanistan et en Somalie. Il dit non, c'est pas la même chose. Il dit là-bas, il dit il n'a jamais vu une telle guerre. C'est-à-dire, eux qui ont bombardé l'Irak et tout, Saddam Hussein, il dit il n'a jamais vu un tel truc. Parce que, il dit les avions russes volent. Hein? Au-dessus d'eux, des bombes pleuvent, des missiles de partout. Il dit vraiment, il n'a jamais vu un tel affrontement d'une violence pas possible. Il a fui, il s'est retourné aux États-Unis, il dit non, lui il abandonne. C'est-à-dire les guys américains qui eux-mêmes, ils se disent, ils ont les crânes brûlés. Mais sur le terrain, ils fuient. C'est pas vous les plaisantins là qui allez pas dire là, je sais, mais quand ça a commencé au début, il y a des Français, des mercenaires, eux-mêmes ils ont fui. Ils se sont retournés. Dès la première frappe russe à Lviv, ils ont dit, ah, c'est chaud. Ils se sont retournés, ils disent, non, on ne peut pas. Que les bruits sont tellement forts, ça fait trembler la terre, ça fait tout, les immeubles tremblent, le feu partout. Ils ont dit, non, on ne peut pas. C'est pas une petite... Nous, on est là au salon, on voit, mais sur le terrain attire, ceux qui témoignent, ceux qui ont été sur le terrain, qui ont fui, qui ont vu le feu, la force de frappe russe, un journaliste n'a qu'à s'arrêter devant lui pour dire non, les Russes ne sont pas capables. Il va gifler ce journaliste-là. Pour dire, tu dis quoi? Arrête tes conneries. Tu as été là-bas pour voir Russes. Des militaires ukrainiens qui, eux, on les a préparés mentalement depuis des années, qui sont comme des crânes brûlés, qui eux-mêmes ils fuient le feu russe, qui font des replis stratégiques, ils courent. Vous rigolez. Même les bodies, les terroristes du Moyen-Orient qu'ils ont envoyés là-bas, eux-mêmes ils fuient. Ils disent Allah Akbar, ils fuient. Ceux qui sont prêts à se faire exploser, hein, quand les Russes viennent, les Tchétchènes, eux ils ne parlent pas beaucoup, ils ne parlent pas beaucoup, mais sur le terrain, là,
Demandez aux Américains quels sont ceux qui sont les Kékens, ils vont vous le dire. Les Kékens, contrairement à ce que les gens rencontrent, ce sont des Russes. Hein. La Kékénie fait partie de la Russie. C'est un État. C'est une fédération. Une fédération, c'est plusieurs petits États qui forment la fédération. Est-ce que vous comprenez? C'est comme les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, c'est 52 États. Ou bien 51. Bon, c'est 52 États qui forment l'Amérique. Donc aujourd'hui, chaque État représente une ville en Amérique là-bas. Mais c'est comme ça en Russie. La Kékénie, c'est comme une ville russe. À la base, c'est un pays d'1 million d'habitants, mais qui fait partie de la Fédération de Russie. Et ils avaient voulu demander leur indépendance. Poutine n'a pas accepté, il les a matés pour les corriger. Donc, ils n'ont pas pris leur indépendance, ils font partie de la Fédération de Russie. C'est comme la Crimée. La Crimée, c'est considéré comme une ville, mais là-bas, c'est un pays. Voilà, et la Crimée a ses habitants, et ce sont les Tatars. Donc, c'est aussi truc. Moscou aussi, c'est comme... Et c'est comme ça, donc c'est une fédération. Si les gens vous disent, non, Poutine et ses alliés, comment la Kéken, c'est du n'importe quoi. Les Kékens sont russes. Et 30% de la population russe est musulmane. Il faudrait que les gens le sachent. Hein. Ah oui, 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 oui. 30% de la population russe est musulmane. Et ce ne sont pas des musulmans qui sont quittés ailleurs, qui ont immigré, non. Ils sont là, ils font partie de la Fédération de Russie pendant des années. Et donc, les Russes font de telle sorte que ces musulmans-là et les chrétiens cohabitent ensemble pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Voilà pourquoi il n'y a pas d'attentats, des gens qui revendiquent, je suis... Non, 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 ils cohabitent ensemble avec les autos. Est-ce que vous ne les voyez pas sur le terrain ukrainien? Mais les musulmans russes et les chrétiens russes, ils sont ensemble et puis ils combattent. Ils combattent contre l'Occident en Ukraine. Donc, ils ne sont pas en guerre là-bas. Donc, il faudrait que les gens le sachent. Donc, dans les rangs de l'armée russe, sur le terrain, si vous attendez Allah Akbar, ce n'est pas parce qu'ils sont des djihadistes, non. Ce sont des musulmans qui sont russes d'origine, de nature. Ils sont 30% de la population russe. Et donc, et puis, chaque président russe qui vient, il fait la politique de telle sorte qu'il n'y ait pas de division entre les Russes chrétiens et les Russes musulmans. Il faudrait que les gens le sachent. Hamza Kadyrov, c'est un musulman, non? Mais c'est le bon petit de Poutine. Poutine, lui, il est orthodoxe, il est chrétien. Mais Hamza Kadyrov, qui est le chef des Kékens, il est le bon petit. Il dit, même si Poutine lui dit aujourd'hui, il ne faut plus, il va être président de la Kékénie, c'est-à-dire il ne faut plus, il va être le gouverneur, le dirigeant de la Kékénie, il l'exécute. Si Poutine lui demande d'aller conduire taxi, il va devenir taximètre. Et que sa loyauté est entièrement dans la main de Poutine. Non, c'est quelqu'un, il dit si Poutine lui demande de faire ceci, il va exécuter. Il ne va même pas tarder. Parce que son armée kékenne est là pour exécuter lui aussi ses ordres. Donc, voilà, au début, la tâche de Mariupol, Poutine avait confié ça à Hamza Kadyrov. Il dit, il faut me libérer du truc comme Mariupol. Donc, c'est Kadyrov et ces hommes, les kékens là qui géraient les crânes brûlés, soit disant... les bataillons d'Azov de Mariupol. C'est Hamza Kadyrov, ces hommes qui minaient l'opération là-bas. Il dit, matez-moi ceux-là, ce sont des nazis. Et tout. Et Kadyrov a dit, mais la Pologne envoie ses armes en truc. Si Poutine lui donne l'ordre d'attaquer la Pologne, lui, il va exécuter, il va aller attaquer la Pologne, il s'en fout de l'OTAN. Il a dit ça dans une vidéo. Pour dire, le cas de l'Ukraine, c'est déjà un truc au passé pour eux. Que c'est qu'eux, ils veulent atteindre en Ukraine, ils vont atteindre ça. Mais si la Pologne continue de faire ça, la Pologne va voir de quoi est capable la Russie, que ce n'est pas ce que eux ils voient en Ukraine, ce n'est pas ce qui va se passer. Si c'est la Pologne, ils vont tellement augmenter la violence que les Polonais seront étonnés. Parce qu'en Ukraine, là, il y a des trucs de la population russe qui est là-bas. Et la Russie ne peut pas bombarder comme bon lui semble et tuer les gens qu'elle allait libérer. Donc voilà pourquoi vous ne voyez pas des avions russes larguer des tapis de bombes sur l'Ukraine. Sinon, ça va tuer beaucoup de civils et ce n'est pas bien. Les civils même vont se plaindre, mais vous venez nous libérer et vous nous tuez comme ça. D'où l'opération spéciale. Et que ce n'est pas une déclaration de guerre. Comparez l'action russe en Syrie, de la manière dont la Russie bombardait les trucs, les bandits terroristes, et comparez ça en Ukraine. Ce n'est pas la même chose. En Ukraine, la Russie n'est pas trop violente.
Mais en Syrie, elle était très violente, trop même. C'est vrai que les bombes pleuvaient sur les immeubles. Bou, bou, bou. Les Occidentaux pleuraient. Mais en Ukraine, c'est différent. Oh, l'Ukraine est à côté de la Russie. Ils pouvaient utiliser la masse. Est-ce que la Russie n'a pas utilisé ces Tupolev qui envoient des milliers de bombes, trucs qui tombent comme des petits cailloux sur l'Ukraine? Non, la Russie ne fait pas ça. Elle utilise certains avions, elle n'utilise pas d'autres avions. Hein. Les Tupolev, trucs 160, les Tupolev, la Russie n'utilise pas certains avions, trucs, son aviation plutôt, certains avions. Et donc, on ne sait pas tout dont elle dispose qu'elle utilise en Ukraine. Non, c'est une opération spéciale, donc la violence est limitée. Et les Occidentaux, ils pensent que c'est la violence qui atteint son sommet de la part de la Russie. Parce que les Occidentaux, ils voient ça comme ça. Parce que eux, si c'est eux, ils ne peuvent pas faire mieux que ça. Mais la Russie n'a même pas encore augmenté l'intensité de la violence. Et les Occidentaux, ils tremblent déjà. C'est là on voit la force de la Russie. Malgré les coalitions, ils ont échoué à faire reculer la Russie. Et la Russie va atteindre ses objectifs militaires sur le territoire ukrainien. Et personne ne va les empêcher. Personne. Donc voilà. Ils ont voulu utiliser la force pour débloquer le blocus que la Russie a mis. L'Angleterre a dit, bon, il faudrait que l'OTAN envoie des navires avec des missiles anti-aériens pour chasser les navires russes qui font le blocage. Mais quand les Anglais ils parlent, est-ce qu'ils sont intelligents? Pour faire un blocus naval, on n'a pas besoin forcément de navires. Mais les avions, tu envoies d'autres bateaux pour menacer les navires de l'autre. Il peut prendre des avions avec des missiles à longue portée et puis détruire tes navires que tu as envoyés là-bas. Et puis c'est fini. Il s'apprend que la Russie a des missiles hypersoniques à longue portée, à 2000 km. Or, leur navire qui dispose, leur radar là, ça n'a pas un rayon de 2000 km. Les anti-missiles n'ont pas un rayon de 2000 km. Donc la Russie, si l'OTAN fait l'erreur à vouloir briser le blocus russe en menaçant les navires russes pour dire, bon, on va les chasser, et puis nous, nos navires, mais la Russie va détruire les navires qui vont venir menacer sa flotte à travers des avions, les MiG-31, munis de trucs comme missiles hypersoniques à longue distance, il peut s'arrêter à Moscou et puis ça lance les missiles pour détruire les avions sur l'eau. Donc les Anglais, ils sont trucs. Les gens leur ont fait comprendre vite fait que non, c'est pas une solution. Parce que si on rentre, on va rentrer en guerre directement avec la Russie parce que la Russie risque de détruire notre flotte. Et nous, on va réagir, ça va devenir une guerre globale. Donc Boris Johnson, il a compris, il dit, ah ok, il a compris vite fait. C'est-à-dire, voilà quelqu'un, un premier ministre qui ne raisonne pas, il pense que c'est... Mais l'Angleterre n'a plus de force. Et les gens ont dit, la force terrestre anglaise n'a plus la capacité de résister. Parce qu'eux-mêmes, ils ont détruit leur propre force terrestre. Puisqu'ils sont sur une île. Donc, ils se disent, aucun pays ne va venir les combattre sur le plan terrestre. Donc, ils n'ont pas une force terrestre. Eux, leur force, c'est une force navale avec une force aérienne, c'est tout. Mais sur le plan terrestre, non. Ils n'ont pas la capacité. Donc, du coup, ils vont offrir quoi aux Ukrainiens pour les aider? Jamais, ils ne vont rien offrir. Donc, voici un peu la réalité. Les Kékens, c'est des dieux. Les Européens ont peur des Kékens. C'est des vrais combattants. Ils sont les meilleurs combattants. Kékenil, parce que dans le Caucase, il y a eu la guerre pendant longtemps. Eux, ils ont combattu pendant longtemps. Donc, ils sont des meilleurs combattants, les Kékens. C'est des gens, ils n'ont pas peur. Ah oui, ils n'ont pas peur. Quand c'est chaud, ils rentrent là. Et c'est ce qui est différent des Européens. Quand c'est chaud, les Européens, ils fuient, ils reculent. Donc, les Kékens étant bien équipés, parce qu'ils sont bien équipés par la Russie leur donne les équipements nécessaires. Et en dehors de ça, ils n'ont pas peur, ils rentrent. Et c'est ça qui fait la différence sur le terrain. Quand c'est chaud, les Ukrainiens résistent, les Kékens, c'est eux qui rentrent là-bas, à la première ligne, pour détruire les fortifications, c'est-à-dire les lignes de défense aux Ukrainiennes. Et les Ukrainiens, ils reculent, là, leurs mercenaires, ça fuit. Ce sont les Kékens qui sont au devant. Et Hamza Kadyrov les montre. Il y a d'autres ils sont nombreux, ils viennent, c'est-à-dire des volontaires. Ils viennent, ils disent, nous on veut aller combattre, on veut aller combattre. Et Hamza Kadyrov dit, non, vous tous, vous n'allez pas partir. Je sélectionne au moins 1000, je sélectionne 800. C'est-à-dire, ils sont nombreux, ils viennent, ils se portent candidats, mais leur dirigeant, il dit non.
Vous tous, vous n'allez pas partir. Voilà, pour le moment, on n'a pas besoin de vous tous. On a besoin, hein, d'un petit groupe. Donc, lui, il sélectionne les gens qui vont partir. Et c'est comme ça. Sinon, ils sont prêts à aller. Hein, ils sont prêts à aller au front. Combat urbain, les quelqu'un, ils sont meilleurs. Est-ce que depuis la Russie a envoyé son char Terminator, là, vous avez vu les Ukrainiens dire on a détruit ce char-là? Non, ils n'ont pas encore détruit. C'est-à-dire qu'ils détruisaient les anciens chars des années 70, des années 80. C'était des vieux matériels. Et donc les Occidentaux étaient convaincus que la Russie n'avait pas de capacité militaire. Mais quand la Russie a dit bon, a monté de gamme, a commencé à utiliser d'autres armes, mais ça a changé les rapports de force sur le terrain. Les Occidentaux sont incapables d'arrêter. Même ils ont donné des missiles anti-chars, mais ils n'arrivent pas à détruire ces nouveaux chars russes. Pourquoi? Parce que ce sont des chars qui s'auto-défendent. Ces chars-là, ces chars russes Terminator là, pourquoi les missiles anti-chars n'arrivent pas à les détruire? Parce que ce sont des chars qui ont des capteurs tout autour et il y a des petits trucs. Il y a un système qui se trouve dans le char. Donc quand le missile anti-char vient, le char lui-même il détecte, l'ordinateur du char détecte ce missile anti-char et envoie des petits trucs missiles pour détruire le missile anti-char en question. Et donc du coup, le missile anti-char s'explose à une distance un peu lointaine, ça ne touche pas le char. Et ce char aussi est doté de missiles anti-aériens, c'est-à-dire contre les hélicoptères et les drones. Donc, si ce char est là, il n'y a pas un drone qui va venir dire je largue un missile sur le char parce que lui-même, il va détecter le drone, son ordinateur, son petit radar qui est là, ça va détecter le drone. Il y a un radar, mais c'est invisible. Quand tu regardes comme ça, tu ne peux pas voir. Ça va abattre le drone. Si un hélicoptère s'approche trop, mais ça va détruire l'hélicoptère. Et donc, c'est un char qui est libre, qui fonctionne. Et c'est un char de guerre urbaine, en fait. C'est pas un char qui envoie des obus, boum, boum, non, non, non. Ce sont des canons de longue portée qui sont très, très performants. Donc, voilà, ce sont des chars de guerre urbaine. Donc, quand ces chars-là rentrent dans la ville, c'est pas pour bombarder, pour envoyer des obus, des gros canons, non, non, non. Ce sont des chars où les combattants se cachent. Ils rentrent dedans et puis ils s'approchent des immeubles. Même si vous êtes dans les immeubles, ça bombarde tout, les balles traversent l'immeuble d'une manière, d'une puissante. Et donc, du coup, si vous êtes dans l'immeuble, vous allez mourir tous. Si vous êtes caché dans un autre char, ce char est doté d'un missile, des missiles anti-char aussi. Donc, c'est un char qui est fait pour la guerre urbaine. Donc, dès que ce char détecte un autre char, lui, il envoie automatiquement un missile anti-char pour détruire le char adverse. Et donc, c'est un char qui est vraiment équipé. Et les Occidentaux n'ont pas un tel appareil dans leur armement. Un char nouveau, le T-14 Armada, les Occidentaux n'ont pas ça. Depuis que les Russes ont envoyé ça sur le terrain, avez-vous déjà vu que les Ukrainiens ont détruit? Ils ne détruisent pas, ils n'arrivent pas. Souvent, ils laguent, mais ça ne touche pas ces chars-là. Donc, ils disent hein, les missiles anti-chars ne sont pas fiables. Oui, c'est fiable sur les anciens chars, mais les nouveaux chars russes, ce n'est pas fiable. Parce que les anciens chars, il n'y a pas de système qui défend ces chars-là. Donc, ces chars sont exposés. Donc, il suffit de lancer un missile javelin, ça détruit ce char, le capot tombe de l'autre côté parce que c'est une ancienne technologie. Ces vieux chars de 70, de trucs de 80. Mais les nouveaux chars là, les Russes ont étudié ça. Et ces chars ont déjà fait leur preuve en Syrie. C'est-à-dire, c'est en Syrie là, ces chars ont combattu aux côtés de Bachar al-Assad. Et les Russes ont vu que c'est performant parce que les rebelles, ils disposaient aussi de trucs de missiles anti-chars. Et ces chars ont fait leur preuve en Syrie. Les rebelles n'ont jamais réussi à détruire ça. Donc, c'est clair. Et ce sont ces chars-là que la Russie a envoyés maintenant vers le front est de l'Ukraine. Et donc, du coup, qu'est-ce que les Ukrainiens vont faire? Ils ne peuvent pas s'approcher du char pour dire on va attraper, puisque le char est doté de plusieurs canons. Hein? Et donc, si tu t'approches, ça va te mitrailler. C'est fini. Ils n'ont jamais saisi ce char. Ils n'ont jamais détruit ça. Et ce char fait des trucs, c'est preuve sur le terrain. Donc, voici un peu. Bon, à moins qu'ils utilisent leur aviation pour détruire le char. Mais chose qui est impossible en ce moment, puisque si l'aviation ukrainienne se lève, les missiles anti-aériens
Russes détruisent ça dans l'espace, vite fait. Donc, du coup, les Ukrainiens, ils ont du mal à empêcher la Russie d'atteindre ses objectifs. Voilà. Donc, voilà, ce sont les Terminators. Comme les Russes ont perdu beaucoup de chars, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les Terminators devant et les autres chars derrière. Donc, ça fait que les autres chars ne sont plus exposés aux frappes des anti-missiles des Ukrainiens. Parce que le Terminator, c'est-à-dire le T-14 Armada, s'il lance les antimissiles, ce chat-là détruit les antimissiles en fait. Les anti-missiles chars, les javelins et tout. Ce chat est là pour les détruire, pour ne pas atteindre les autres chats. Et donc, lui, il est devant les opérations et les autres chats sont derrière et puis ça mène les opérations. Et donc, vous verrez que dans ces temps-ci, les Ukrainiens n'arrivent plus à détruire les tanks russes en masse. Mais auparavant, ils arrivaient à détruire ça parce qu'il n'y avait pas un autre chat qui couvrait les autres chats. Donc voilà, c'est ce qui fait changer les donnes sur le terrain en fait. Donc dans chaque bataillon, il y a un T-14 qui est là pour protéger les autres chats. Un T-14 qui est là pour protéger les autres chats. Et c'est comme ça avance sur le terrain. Voilà. Donc voici un peu. À 10 000 soldats avec la Biélorussie pour prendre... Non, la Russie ne veut pas engager la Biélorussie dans cette guerre. Voilà, la Russie a tout simplement demandé à la Biélorussie de lui laisser son territoire pour mener ses actions. Mais la Russie a des alliés, mais aucun allié russe ne s'est jamais mis dans cette guerre. Voilà. C'est pour montrer que la Russie n'a pas besoin d'alliés pour affronter les Occidentaux. Les Occidentaux, ils ont toujours besoin d'alliances. Parce que sans alliance, one by one, il n'y a aucun pays occidental capable de faire front contre la Russie. Même les Américains, ils savent que sans l'OTAN, c'est-à-dire sans l'alliance atlantique, les Américains eux seuls, les Russes eux seuls, les Américains ne peuvent rien faire. Non, ils ont besoin d'alliés. Ils ont toujours besoin d'alliance pour fonctionner. Parce qu'ils savent que sans alliance, c'est fini. Mais la Russie n'a pas besoin d'alliance pour mener ses opérations. Depuis, ça fait aujourd'hui 3 mois. Ça va faire 4 mois. La Russie est le seul. Elle n'a pas encore fait appel à un allié quelconque. Elle seule, ses propres armes. Hein? Sa propre force. Mais les Occidentaux, ils sont réunis, ils sont 40. Toutes les forces, chacun envoie les armes, plusieurs armes différentes occidentales. Mais malgré ça, ça ne met pas en déroute l'armement russe. Donc après cette guerre-là, vous verrez, beaucoup de pays vont s'orienter vers la Russie pour faire des achats. Même les T-14, des gens vont beaucoup commander ça. Parce que ça fait ses preuves sur le terrain. Même les Africains vont passer des commandes sur ce chat T-14 Armada. Ils vont demander à la Russie, ah, nous on veut ce chat, on veut ce chat. Parce que c'est un chat qui est très très performant, qui est rempli d'une technologie pas possible. Et les Occidentaux, leur vœu c'est de capturer ce chat, c'est de le détruire pour qu'ils puissent faire la propagande. Mais ils n'arrivent pas à le détruire. Et c'est ça. Et s'ils réussissaient à détruire un chat T-14 Armada, alors ça allait être bon, à moins que les citoyens eux-mêmes ils lancent des cocktails Molotov pour brûler le char. En fait, là c'est un autre cas. C'est-à-dire le char est quelque part et puis les citoyens sortent et puis ils mettent le feu dedans, ils le brûlent. Bon, c'est un autre cas. Mais pour dire face à face, un missile pour détruire, non, ils ne peuvent pas. Donc du coup, ils ne savent pas comment faire. Et pour eux, ce n'est pas une bonne image parce que s'ils n'arrivent pas, leurs armes ne parviennent pas à détruire ce char, mais le monde entier va commander ce char. Mais c'est ça aussi. C'est-à-dire les pays qui regardent, ils observent. Ils vont dire, ah, mais ce char a fait ses preuves. Les armes occidentales n'ont pas pu détruire ce char, mais nous, on passe des commandes. Et puis, ils vont passer beaucoup de commandes. Et les Russes vont avoir beaucoup de partenaires. Hein, et ils vont se faire beaucoup d'argent. Donc, voilà. Oui, bon, peut-être, oui, les Occidentaux sont capables de passer par d'autres pays pour acheter ce char. Hein, et puis, voler ça, envoyer ça en Occident pour étudier les failles de ce chat, pour voir de quelle technologie ce chat est muni. Et suite à ça, ils vont concevoir des missiles pour que s'il y a une autre guerre,
un nouveau missile de nouvelle génération puisse détruire ces chars. Oui, c'est possible parce que c'est comme ça le monde. Hein. Donc, ils sont capables de passer par un autre pays pour acheter ces chars en nombre et ils vont envoyer ça en Occident pour étudier, pour voir les failles, la technologie et tout. Et peut-être même ils peuvent tricher sur ça pour fabriquer leur propre char et en améliorant encore la technologie pour être performant. C'est possible. Donc, c'est ça. Oui, la Russie n'a jamais compté sur qui que ce soit, sur son allié ou quoi. Non, la Russie s'est préparée. Les Occidentaux, ils n'étaient pas prêts. Ils se sont lancés dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Et au finish, les voilà. Ils sont au dos au mur. Ils ne savent plus quoi faire. Poutine, lui, il avance. Il est serein dans sa vision. Et ce sont les Occidentaux maintenant qui demandent des négociations. Quand tu gagnes, tu ne demandes pas de négociation. Au contraire, tu veux qu'on vienne vers toi pour te supplier. Mais ils ne peuvent pas vous mentir que les Ukrainiens résistent et qu'ils gagnent. Et en même temps, c'est eux qui courent derrière les Russes pour dire on n'a qu'à négocier, il faut arrêter. Mais voilà, donc vous comprenez déjà que lui, chez qui on court pour aller, pour demander pardon, là, c'est lui qui est le maître du jeu. C'est lui qui domine un truc, l'affaire. Donc c'est clair. Odessa, la Russie ne veut pas trop bombarder Odessa parce que toute la cargaison du céréal ukrainien se trouve là-bas en fait. Donc, si la Russie bombarde là-bas, qu'est-ce que les Ukrainiens font? Les armes que les Occidentaux leur envoient, ils envoient ça à côté des trucs, des conteneurs de trucs de céréales en fait. C'est-à-dire, c'est des bandits. Ils envoient ça là où il y a la nourriture. Or, le monde a besoin de trucs, de la bouffe. Ils s'en vont cacher les armes à côté. Donc, si la Russie bombarde pour détruire ces armes, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas dire que ce sont les armes. Ils vont dire, ah, la Russie s'apprend à la nourriture. La Russie veut que le monde entier meure de faim. Est-ce que vous comprenez le piège? Donc, ah, la Russie maintenant s'apprend au blé et au maïs, un truc ukrainien. Veut que le monde entier n'a qu'à avoir faim. Ah, mais ils sont mauvais. Et les gens vont croire. Ils vont dire, ah, mais Poutine, ce qu'il fait, c'est pas bien. Il s'en va maintenant bombarder l'alimentation. Le monde entier a besoin de ça. Et donc, vous comprenez. Donc, quand les Occidentaux envoient les armes, les Ukrainiens s'en vont cacher ça là où il y a le blé, où il y a le maïs, pour éviter que les Russes frappent ça. Mais les Russes, ils savent qu'il y a des armes là-bas, mais s'ils frappent, ça va brûler tout ce qui est blé et maïs. Donc, du coup, ils évitent de frapper dans ces endroits. Mais ils savent qu'il y a des armes, mais ils ne peuvent pas aussi frapper. Sinon, le monde entier va être contre la Russie pour dire non, la Russie détruit, et les Occidentaux, ça, c'est une aubaine pour eux, pour faire la propagande. Pour dire, voilà, on vous a dit que c'est Poutine qui est mauvais, qui veut que le monde entier meure de faim. Voilà, il est là bombardé maintenant le blé et tout. Donc, Poutine ne veut pas leur donner cette chance-là. Ils n'ont qu'à garder les armes à côté de trucs du blé ou bien des trucs du maïs. Mais dès que les armes sortiront de là, pour aller sur le front, il les mate directement. Et donc, voilà un peu. Oui, 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 oui. Parce que cette guerre est un essai pour la Russie, en fait. La Russie, ça a permis aux Russes d'essayer plusieurs gammes de trucs de missiles et d'armes. C'est-à-dire les armes, les nouvelles armes que la Russie a fabriquées, ça a permis aux Russes de les tester. Parce que j'ai appris que lui qui fabrique les missiles, comment on appelle ça, calibre, il veut les perfectionner en fait. Parce que bon, les missiles calibre, beaucoup ont atteint leur objectif, mais beaucoup ont été interceptés dans l'espace aérien ukrainien. Et donc, le constructeur de ce missile, il dit qu'il veut perfectionner encore le missile et puis augmenter la portée. Donc, c'est un missile qui fait environ, combien là? La portée, c'est 1000 km. Hein? Oui, la portée du missile calibre, ça fait 1000 km, je pense. Ça fait 1000 km. Mais il veut augmenter encore la portée. Or, le missile Tomahawk américain, l'équivalent des Américains, c'est Tomahawk. On appelle ça Tomahawk.
Lui, il fait environ 500 km ou 300 km. Pour les Russes, ça fait 1000 km. Mais le fabricant de ce missile, il veut perfectionner encore ce missile parce que il n'a pas été satisfait le fait que une partie de ce missile a été interceptée. Il veut un missile 100% ininterceptable. Donc, du coup, il veut encore perfectionner ça. Sinon, les calibres, ce sont des vrais missiles. Hein. Beaucoup ont frappé là où ça a été envoyé. Mais ce sont les missiles, trucs, comment on appelle ça? Les missiles, trucs que les Ukrainiens n'arrivent pas à intercepter. Si le nom vient, je vais vous le dire. Je ne parle pas de supersonique. Hein. Le missile de 500 km, comme on appelle ça même, qui sont portés par les gros camions ou devant un pointu comme ça. Ces missiles sont très très précis et ils n'ont jamais été interceptés depuis que les Russes les laguent. Oui, si Poutine récupère Odessa, ça permet à Poutine de faire frontière directe avec les pays membres de l'OTAN. C'est-à-dire la Roumanie sera automatiquement dans le viseur de trucs de la Russie. Et donc, c'est qui va empêcher les Roumains et les trucs de faire trop le malin. Est-ce que vous comprenez? Parce que la mer Noire protège la Roumanie et comme la Roumanie fait frontière avec l'Ukraine, ils sont agités, les pays de l'OTAN sont agités. Mais si la Russie prend Odessa, vous allez voir les pays de l'OTAN vont faire un peu le malin. Ils ne vont pas trop faire le malin. Parce que s'ils font truc, Poutine va dire, bon, je déploie des armes nucléaires à Odessa et en Transnistrie. Donc, ça fait truc. Il peut aller déposer aussi les armes nucléaires en Transnistrie. Ce qui va menacer directement la Roumanie. Parce que ça est dans leur narine. Et ce qui va menacer directement d'autres pays. Et donc, la Russie peut exiger que si l'OTAN ne recule pas, la Russie ne va pas enlever ses armes nucléaires dans cette partie des trucs du pays. Et donc, ça va pousser les Américains à enlever leur base militaire en Roumanie et à les faire reculer un peu. Voilà. Donc, Odessa est un truc stratégique. Mais aussi, Kiev n'est pas stratégique en fait, en soi. Mais si la Russie ne veut plus de Zelensky et que la Russie veut renverser Zelensky, la Russie sera obligée de prendre Kiev. Et si Kiev est tombé, alors ça veut dire le gouvernement de l'Ukraine est renversé. Et donc voici, c'est ça. Est-ce que la Russie veut faire tomber Zelensky ou est-ce que la Russie veut occuper Odessa pour une question stratégique? Donc, à voir les jours à venir. Donc, les jours à venir, on saura qu'est-ce que la Russie veut réellement. Est-ce que la Russie veut que Zelensky se maintienne au pouvoir? Mais elle veut occuper Odessa, la mer Noire totalement, ou la Russie veut laisser la mer Noire pour donner une porte de sortie aux Ukrainiens pour avoir accès quand même encore à la mer, mais renverser le gouvernement ukrainien pour permettre à un autre dirigeant de prendre le pouvoir. Donc, à voir les jours à venir, ça nous dira. Mais quand on dit la Russie, son PIB est comme pour l'Espagne ou l'Italie, c'est des mensonges, vous ne comprenez pas. Les Européens vous ont menti pendant longtemps que la Russie ne vaut rien, est économiquement faible, jusqu'à Alassane Ouattara, parce que, voilà, je ne le critique pas, mais il est tombé dans le piège des Occidentaux pour dire, bon, la Russie est un pays pauvre, ceci, cela. Mais vous voyez, l'affrontement, il y a eu guerre économique, parce que la guerre n'était pas seulement dans le domaine militaire. Les Occidentaux ont déclaré la guerre économique à la Russie. Mais sur tous les fronts, les Occidentaux ont perdu. Ils ont perdu la guerre économique. Parce que les sanctions qu'ils ont fait pleuvoir sur la Russie, c'était pour détruire l'économie russe, pour faire chuter le régime de Poutine, pousser des gens à se révolter. Donc, ils ont commencé à fuir la Russie, c'est-à-dire leurs grandes usines de fabrication de quoi, je ne sais, ont commencé à fermer. C'était pour provoquer un chômage immense au sein de la Russie, c'est-à-dire parce que ces grandes entreprises embauchaient des Russes
et des Russes travaillaient pour elle. Donc en quittant, ces gens-là fermaient leurs entreprises. Ce qui faisait que les Russes allaient partir au chômage. Tu allais te retrouver sans travail. Et ton mécontentement, c'est le gouvernement. Tu vas dire, ah mais c'est à cause de Poutine, on ne travaille plus, ceci, cela. Mais Poutine a mis une stratégie sur pied. Si tu fermes ton entreprise, la Russie prend ça, prend le contrôle, ouvre l'entreprise et ceux qui travaillent continuent toujours de travailler. Et donc, du coup, les travailleurs qui étaient embauchés, les citoyens qui étaient embauchés par ces entreprises n'ont pas vu le choc. C'est-à-dire quand ces entreprises fermaient, les Russes prenaient le contrôle et signaient des contrats avec des entreprises d'autres pays pour ne pas que ceux qui travaillent aillent à la retraite ou bien au chômage. C'est ça le cas de Renault. Renault a fermé, la Russie a pris le contrôle. Les Chinois sont venus, les Turcs. Donc, les business se passent. Vous fermez, ils prennent, même McDonald's, ils ont fermé, les Russes, ils ont, les magasins où le McDonald's se faisait, mais il y a un Russe qui a acheté tout, il a pris le contrôle, c'est maintenant ils font la marque russe, à la manière McDo. Et les Russes continuent, et les employés qui étaient là-bas, ils continuent toujours d'être employés. Donc, ils continuent toujours de travailler. Donc, et leur salaire qu'on leur donnait, ces mêmes salaires continuent toujours de prévoir. Donc, ces gens-là ne se sont pas révoltés contre Poutine. Tant que leurs boulots sont là, ils sont heureux. Au contraire, ils deviennent patriotes. C'était aussi de casser le rouble. Et Poutine a eu l'intelligence à dire, à exiger à ce que les Européens payent leur pétrole et leur gaz en roubles. Sans roubles, nos gaz, nos roubles, nos pétroles. Les Européens ont caqué, ils ont tapé, ils ont remis sel et terre parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils n'avaient pas prévu ce coup de la part de Poutine. Mais pour finir, quand Poutine a coupé le gaz à la Pologne et à comment là, avec la Finlande, ils ont compris qu'à Poutine, il ne jouait pas. Et que la lutte, je ne sais pas si c'est la Pologne et quoi là, la Lituanie ou quoi là, quand il a coupé et il a ajouté la Finlande, ils ont compris que non, il ne jouait pas. Le monsieur là, il était sérieux. Et tous, ils ont demandé à leurs entreprises de payer en roubles. Donc, les pays européens, même la France, qui a caqué, on ne peut pas. Écoutez, NJ, la société NJ, en France, paye le pétrole et le truc paye le pétrole russe en roubles. La société italienne paye le truc en roubles. Allemagne, tiens, et tous ils payent maintenant en roubles. Là, c'est Hongrie même qui a commencé, Autriche a suivi, et tous ils payent maintenant en roubles. Ce qui fait que le rouble a augmenté. Le rouble a augmenté. Et donc, au lieu de détruire la monnaie russe s'est renforcée. Et si la Russie demande à ce qu'on paye aussi son blé en rouble de la part des Occidentaux, mais écoutez, mais le rouble va prendre de l'ampleur. Qui ne veut pas de blé dans le monde? Tout pays qui veut payer le blé pour bien manger le pain, gâteau, je ne sais pas, shawarma, truc, quoi que, il faut payer en rouble. Donc, ça concerne le monde entier. Ce n'est plus l'Europe seulement, mais ça va aller de l'Afrique jusqu'en Amérique latine, en Asie, et tous ils vont payer en rouble. Et donc, le rouble va devenir un concurrent direct du dollar. Poutine, son poker a marché. Et donc, du coup, ce qu'ils avaient espéré, c'est le contraire qui se passe. Donc, les Européens ont vu que sur le plan économique, ils ne peuvent pas détruire la Russie. C'est impossible. Donc, les sanctions qu'ils avaient prévues, ils ont dit non, ce n'est pas la peine. Par exemple, si on prend ces sanctions-là, la Russie a commencé à vendre déjà ses hydrocarbures dans d'autres pays. Et c'est nous qui allons subir, c'est nous qui allons perdre. Ce n'est pas la peine, donc cherchons à négocier. Donc, économiquement parlant, la guerre économique, la Russie n'a pas perdu, la Russie a gagné la bataille. Guerre militaire, la Russie est en train de remporter. Et donc, les Occidentaux, ils n'ont qu'une seule solution, négocier avec la Russie. C'est tout. Donc, l'Ukraine, tôt ou tard, les Ukrainiens, ils doivent savoir que les Occidentaux vont les laisser tomber. Qu'ils veulent ou pas. Ils vont les abandonner. Parce que c'est une question de trucs d'intérêt à tiers. Ce n'est pas à cause de vous, ils vont détruire leur économie, que l'Europe va devenir le continent, le dernier des continents. Non. Oui, c'est ça. Même le Vatican, le pape, c'est le Vatican même qui a commencé à payer en roubles. Parce que le Vatican avait commencé à payer son gaz en roubles. Parce qu'en Italie, c'est deux États. Il y a le Vatican qui est un État au sein de l'Italie et l'Italie. Donc, quand Poutine avait dit de payer son truc en roubles, c'est le pape même
qui a dit qu'ils n'ont qu'à payer en rouble. Donc le pape a été le premier à payer en rouble. Voilà le pétrole et les trucs, le gaz. Ah tiens, donc les autres ont suivi. Mais dans les médias, ils ne vont pas vous le dire qu'ils ont cédé. Non, non, non. Ils disent non, non, c'est pas normal. Ils prennent l'énergie pour faire du chantage. Mais pour finir, ils acceptent. Hein. Ils acceptent. Mais ils se jouent les durs. Donc eux-mêmes, leurs propres sanctions, ils violent leurs sanctions. Et puis ils ont fait que le rouble commence à défier le dollar. La monnaie unique que les gens prenaient pour faire des transactions internationales, payer, faire du commerce mondial. Cette monnaie est défiée parce que en dehors de cette monnaie, il y a maintenant le rouble, que les gens aussi ont besoin de ça pour, voilà, pour payer leurs marchandises avec la Russie et faire leur commerce. Donc c'est eux-mêmes qui ont voulu ça. Leurs sanctions bêtes là, ils ont vu que non, c'était pas nécessaire qu'ils se tiraient une balle dans le pied. Donc voici un peu. Voilà, le rouble est devenu une monnaie, pas occidentale, c'est devenu une monnaie à peu près internationale. C'est devenu une monnaie internationale. Parce que si les Africains, ils veulent payer, hein, ils veulent payer par exemple du gaz dans la mer de la Russie, Poutine va dire, bon, payez ça en rouble. Hein. Parce que si vous payez ça en dollars ou en euros, les Européens vont bloquer. Ils vont confisquer mon argent. Donc, payez ça en rouble. Donc, les Africains seront obligés de payer ça en rouble. Puisque ce n'est pas l'Occident qui va donner du gaz aux Africains. Eux, ils ne produisent pas du gaz. Ils payent ça déjà dans les mains des trucs des Russes. Donc, ce n'est pas chez eux, on va aller acheter du gaz ou bien du pétrole. Donc, si nous, on veut du gaz ou du pétrole, on achète ça dans la main des Russes, on paye ça en rouble. Ce qui va faire que, histoire de dollars là, on va dire, bon, le dollar, on prend ça pour faire business avec les Européens, avec les Américains. Mais business côté Russie, c'est le rouble. Donc, les Africains, à un moment donné, tôt ou tard, là, ils seront obligés d'acheter aussi le rouble. De la manière, ils achètent le dollar. Mais s'ils veulent aussi le blé, farine, faire des jolis gâteaux, ceci, cela, manger galettes, bofloto, pain chaud, ou bien un truc au shawarma, chez moi, je mange un truc. Mais écoutez, c'est la Russie qui livre, payé en rouble. Et donc, du coup, les Africains vont dire, écoutez, les Européens, on vous aime, hein. Le dollar, on aime le dollar, mais c'est une question de la Russie. La Russie ne veut pas autre monnaie que le rouble. Vous-même, vous prenez le rouble pour payer vos marchandises. Donc, vous n'allez pas nous empêcher de faire aussi le commerce avec la Russie à travers la monnaie, hein, russe qu'on appelle le rouble. Et donc, les Africains vont se lancer là-dedans. Les Asiatiques ont déjà commencé. Et donc, ça devient une monnaie internationale. Ah tiens. Donc, c'est clair. Une monnaie fiable, crédible et internationalisée. Et qui a provoqué? Mais ce sont les Occidentaux qui n'ont rien compris, qui pensaient qu'ils étaient les maîtres de l'économie. Mais il y a eu une femme qui dirige la banque centrale russe. C'est un génie. Les gens, les Occidentaux parlent d'elle ici. Je ne connais pas son nom, mais on dit qu'elle est très forte en économie en fait. Elle est très forte. C'est elle qui a fait que la Russie a remporté la victoire économique sur l'Occident. C'est un génie économique en fait. C'est une dame russe. C'est une dame russe. Elle est très forte. C'est elle qui pilote aujourd'hui la Banque centrale russe. C'est elle qui met tout sur pied quand les Occidentaux sanctionnent dans le domaine bancaire. Elle trouve des contre-mesures pour bloquer, hein, les problèmes que ça leur fait subir la Russie. Et donc les Occidentaux parlent de cette femme. J'ai peur qu'ils complotent pour l'éliminer. Parce qu'ils vont dire, bon, c'est toi le cerveau, c'est toi qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Bon, écoute, toi, on va t'éliminer comme ça. Il n'y aura pas un autre cerveau capable de te remplacer. Comme ça, nos sanctions vont atteindre la Russie. Mais j'espère que les Russes la protègent. J'espère que sa sécurité est renforcée pour ne pas la voir se faire éliminer facilement. Sinon, elle est forte. C'est une femme qui est très hyper intelligente. Elle seule, face à tout l'Occident, face à l'Amérique, hein, les économies sont réunies en Occident ici. Elle seule, sa tête, mais elle réussit à les contrecarrer. Donc, vous comprenez déjà que cette dame, peut-être les Occidentaux rêvent d'avoir une telle, hein, femme qui est si intelligente dans le domaine économique pour la nommer, hein, au devant d'une grande banque occidentale pour piloter ça. Mais malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas la voir. Elle est proche de Poutine et elle aide Poutine dans sa guerre économique face à l'Occident. Si elle n'était pas là, je vous le jure, la Russie allait mordre la poussière, c'était fini pour Poutine. Mais cette dame, elle fait énormément, hein, assez de bien à Poutine. Elle aide les Russes. Et les Russes, on n'a qu'à prier Dieu
pour qu'elle puisse avoir la longue vie et transmettre son savoir plutôt à d'autres Russes. Parce que si elle meurt avec sa connaissance, c'est pas bon. Et elle prévoit de mettre en même temps une monnaie numérique sur pied pour permettre à n'importe quel pays du monde de commercialiser avec la Russie à travers cette monnaie numérique qui va contourner n'importe quel système occidental. Donc c'est une dame qui est très très puissante. Et donc je pense que le système éducatif russe n'est pas aussi mauvais que ça. Voilà. Ah voilà, donc voilà un qui dit la Russie paye, le Mali paye en rouble ou en or à la Russie. Donc la France, on ne voit plus rien dedans. Oui, oui, tous les pays qui vont faire du commerce avec la Russie en payant en rouble, le système bancaire international contrôlé par les Occidentaux ne peuvent plus avoir le contrôle sur ça. Et donc ils ne vont pas savoir qu'est-ce que les pays africains ont acheté en Russie et tout. Mais auparavant, ils contrôlaient tout ce que les pays africains achetaient dans la main des Russes ou Chinois. Mais aujourd'hui, les pays africains peuvent contourner ça sans que les Occidentaux ne voient clair dans qu'est-ce que les Africains achètent dans la main des Russes, qu'est-ce qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, parce que ce n'est pas leur système, ce n'est pas eux qui contrôlent ce système. Donc ce système est hors du contrôle des Occidentaux et des Américains. La CIA n'a pas de contrôle sur ça. Voilà. Donc voici un peu l'avantage. Et je pense que les Africains ne vont pas sombrer sur les menaces des pays occidentaux qui vont leur dire hey, non, non, ne commercialisez pas la Russie, ceci, cela, sinon on va. Non. Donc je pense que c'est clair. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien, il a compris. Vive ceux qui m'ont écouté. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière. Et la suite, on verra la suite après demain par rapport à ce qui va se passer, l'évolution du terrain. Ciao.